Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être encore en direct sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. C'est le début de semaine. Nous vous garantissons encore de très grands moments de télévision en direct au canal 307 sur Canal Plus International. De lundi à vendredi, 10h, 11h52. Vous avez rendez-vous avec votre programme Espace Miné. Les démineurs sont sur la place pour faire ce pourquoi ils sont payés. C'est-à-dire, vous donner l'information, rien que l'information et toute l'information. Mais alors, quelle information? Une information en toute convivialité. Ce matin, nos rubriques n'ont pas changé. Tout à l'heure, Théophile Vianney-Bia nous amènera en kiosque pour avoir la quintessence de l'information parue de ce côté. Il nous retrouve de manière magnifique. Lui, c'est Bernardo Basson. Après un petit repos, Bernardo Basson est à nouveau sur la scène. Il reprendra donc sa rubrique fétiche, la dénonciation que vous appréciez tous. On terminera par l'instant de l'analyse. Et ce lundi matin, nous marquons un arrêt pour parler des diplômés au Cameroun avec une interrogation. Que sont-ils devenus? Et le tout n'est pas d'avoir le diplôme. Quelle est souvent la suite? Les diplômés au Cameroun, que sont-ils devenus? C'est la problématique principale de nos échanges. Au Canal 307 Canal Plus International, sentez-vous privilégié. Et j'accueille justement d'abord Bernardo Basson qui signe donc son grand retour. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, le Mbanjok de Nkuta, de modérateur. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent ce matin. Je suis content d'être là. Rapidement, laissez-moi 30 secondes. Il y en a qui m'ont demandé où est-ce que j'étais. Je vais leur répondre rapidement. J'étais avec mes abeilles. Il fallait les entraîner. Parce que vous savez, il y a beaucoup de voleurs aujourd'hui au Cameroun. Il fallait une nouvelle technique de guerre contre les abeilles. Et aussi, je n'ai pas encore fini de faire mes enfants. Donc, il fallait que je continue de faire. Il fallait une bonne concentration. Donc, de jour, j'entraînais mes abeilles. Et de nuit, je faisais mes enfants. Et combien sont en téléchargement? Peut-être les jumeaux, qui sait. Bon, pour ce retour, non, attendez, avant la journée internationale, au mondial, il faut dire que vous êtes très très bien habillé ce matin. Félicitations à votre styliste. C'est toujours pour marquer le grand retour? Peut-être ou peut-être pas. C'est aussi qu'aujourd'hui, on est 18 septembre, c'est mon anniversaire. Ah, d'accord. 18 septembre. C'est mon anniversaire. Et si vous permettez, je vais dire en 30 secondes ce que c'est que l'anniversaire. Allez-y. L'anniversaire, c'est 3 choses spirituelles. La première, c'est la célébration. On célèbre le nouvel âge, on célèbre notre vie, notre parcours, notre existence, ainsi que ceux qui nous ont aidés à vivre et qui nous aident à vivre. Dieu en premier, les ancêtres en second, les parents ensuite, et puis vous, la famille, après. Deuxièmement, c'est le rituel d'anniversaire par la bougie. Qu'on souffle souvent, vous voyez. La bougie a deux éléments qu'elle symbolise. La flamme. Il y a la flamme de la vie qu'on magnifie et le feu ardent en nous qui guide nos actions. C'est pourquoi la bougie est importante quand c'est l'anniversaire. Maintenant, enfin, et je vais cacher, c'est le rite de passage. On passe d'une année à une autre. Et là, on fait un rite particulier. Bon, quand on est un homme des choses, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, on fait un rite particulier avec une bougie et une huile particulière et on fait des vœux. Donc l'anniversaire, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai 1 an de plus sur l'acte civil et 1 an de moins sur ma durée de vie. De toutes les façons, nous espérons que l'Ombongo Nougat se partagera quelque part. Je l'espère également. Avec un bon vin de palme accompagné de cola d'Ngambe. Et du sirop de menthe. Ça, c'est mon goût. Bernardo, la journée internationale ou mondiale de quoi? Du bambou. Du bambou? Oui, du bambou. Wow. Aujourd'hui, on célèbre la journée mondiale du bambou. Vous savez, le bambou est un élément naturel qui varie selon qu'on soit en Asie, en Afrique ou en Europe. Donc, en Asie, les fameux bambous de Chine sont très utilisés pour les constructions, etc. En Afrique, les plus petits bambous, généralement, qu'on utilise parfois même pour, on dit brindilles de balai, etc., qu'on appelle aussi des bambous. Donc, c'est
Ce sont des éléments à base de bois qui sont utilisés pour parfois neutraliser certains effets particuliers. Je préfère le dire ainsi pour qu'on ait... Merci beaucoup. Vous m'aviez aussi demandé avant que je ne parte ce que signifie Botbea, vous vous en souvenez? Oui, voilà. Tout à fait. Et ce même soir-là, un de mes oncles, tonton Shiva, m'a appelé, qui m'a dit Botbea signifie Botba Mbea, donc les gens de Mbea. Et il m'a dit le Mbea, c'est une essence d'arbre en pays Bassa qui est très dure, qu'on utilise des fois pour faire des cuillères en bois et des louches en bois. Il y a parfois du bois rouge. C'est compris. En face de vous, on accueille un homme d'église qui certainement sera là pour la grâce divine. Il s'agit du révérend pasteur Fabrice Stéphane Guégou. Bonjour, Sango Pasto. Bonjour, monsieur Papa ici. Et je voudrais souhaiter un fabuleux anniversaire à monsieur Basson. Merci. Et c'est un privilège d'être accompagné de tous les panélistes. Bonjour à monsieur Guériou. Bonjour, docteur. Et je voudrais saluer l'immensité du journalisme que vous incarnez. Et votre, après mon dernier passage, j'ai vu le grand journaliste davantage, comme on peut dire, en live que vous êtes. Et nous comprenons les témoignages, nous ne comprenons pas. Nous comprenons que ceux qui sont acharnés au travail connaissent toujours de combats, des persécutions. Et alors je pourrais simplement... N'oubliez pas les jalousies. Ah voilà. Et vous dites déjà que vous avez une fan qui est mon épouse, qui aime bien vous écouter, qui certainement... Bonjour à l'épouse du pasteur. Donc, merci et bonjour à tous les téléspectateurs. Merci également d'être là. En face de vous, nous accueillons notre frère et ami qui nous a accompagnés de manière régulière sur ce plateau. Mais ça faisait longtemps, il n'était plus venu nous dire bonjour par ici. Il s'agit du docteur Ariel Meunier. Bonjour docteur. Bonjour parfait ici. Bonjour à tout le panel et bonjour à vos fidèles téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi d'être là ce matin et une joie immense de pouvoir toujours échanger avec ces grands penseurs et ce grand journaliste que vous êtes. Et ainsi, Bernardo, joyeux anniversaire, mon frère. Et aussi, avant de vous relancer, j'aimerais passer un bonjour très spécial à deux personnes. Oui. La première personne, c'est une de vos fans à Douala. Ah. Oui, elle s'appelle Alice. Alice Kofi. Alice au pays des merveilles. Oui, elle fait dans du café. C'est vraiment des délices d'Alice. Elle fait dans du café. Oui. J'espère qu'elle m'enverra. Donc, c'est une de vos fans. Sachet. Oui, c'est une de vos fans. Bien de choses à Alice à partir de Douala. Et la deuxième personne, c'est votre collaborateur, Miken. Jérémy aussi. Oui, Jérémy. Vous savez, parfois, on nous regarde à la télé, mais ils ne savent pas que derrière, il y a toute une machine. Il y a une équipe, ce sont des hommes de l'ombre. Jérémy, c'est mon secrétaire particulier. Voilà, ce sont eux qui nous permettent d'avoir des belles images. En même temps, mon homme de main, Jérémy Minking. Donc, à tous ces gens. Nous ne parlons presque jamais de lui à l'émission. Ce sont les hommes de l'ombre. C'est un jeune garçon qui abat un travail énorme, que ce soit pour Espace Miné ou bien Libre Expression. Il faut que les téléspectateurs le sachent. Aujourd'hui, il y a un bonhomme qui s'appelle Jérémy Minking. C'est l'homme à tout faire de ces deux programmes. Habituellement, c'est lui qui contacte les invités, et c'est lui qui me rappelle ci, qui me rappelle ça, de jour comme de nuit. Il ne dort pas. Ok, donc je voulais souhaiter aussi féliciter toute l'équipe technique, parce que vous les voyez, vous nous voyez à l'écran, mais il y a des gars qui abattent un travail titanesque derrière. Donc c'est un peu ça. Félicitations à vous les gars. Merci beaucoup. Je rappelle que vous excellez en relations internationales. En face de vous, on accueille notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le digne fils de Boumiebel, qui est en train maintenant, avec les autres frères du village, à organiser les obsèques de l'une des épouses de Obey, Pierre Blériot-Nyemek. Bonjour. Bonjour, parfait ici et merci de m'associer à la réflexion de ce matin. Je suis heureux d'être là. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Vous venez de faire une annonce. En fait, nous étions ensemble hier lorsque je vous montrais le message d'un bombok de Longoul qui m'interpellait en me disant que tu ne peux pas rester indifférent dans l'organisation des obsèques de veuve Oumiobe Marie. Deuxième du genre, faut-il le préciser. La première veuve est encore vivante, Mbombo Martha. Chaque famille a ses problèmes. On va essayer de suggérer à son fils Daniel Oumiobe la manière de mener ses obsèques. Lui suggérer parce que il est fils Lungun
Et ça, je lui envoie ce message, il faut qu'il le sache. Il est neveu d'Oksoul. Ndoksoul, c'est Bapor Lipot et Balegenkot. Ce sont les frères de sa mère là-bas. C'est nous qui sommes les frères de son père. Donc, il tient un grand nom. Et je lui parle de cette façon-là, parce qu'on se connaît. Il tient un grand nom, il faut qu'il honore le nom de son père. Je souhaite que les obsèques de sa maman, qui est la maman du Cameroun d'une certaine manière, Tout à fait. soient des obsèques dignes. Que des politiciens et autres ne viennent pas faire leur one-man show et chercher des positionnements. Et même de l'argent. Je vous dis qu'il paraît que 2 grands politiciens de l'UPC se sont empoignés sur la tombe de Oumyobé le 13 septembre. Ah bon? C'est Incroyable. c'est effroyable. Je vous assure. Et moi, les gens ne comprennent pas. Moi, je suis né comme je suis né. J'ai beaucoup de respect pour l'éthique. Donc, moi, les petites choses que les gens font là ne m'intéressent pas. Les gens voient déjà l'argent, ils vont écrire à la présidence de la République. Si je veux même, je vais contacter le SGPR pour lui dire que ne donne pas l'argent. Ils savent même. Non, surtout pas. Non, ils savent même On pas. doit donner de l'argent. Non, Mais il attendez. faudrait qu'on donne à la personne la mieux indiquée. Non, c'est pas parce que ils me voient là à la télé et tout. Il y en a même qui me menacent souvent. Ils savent. On ne peut pas menacer quelqu'un qui est avec l'Onkouta depuis plus de 10 ans. Ils savent. Bon, si je décide de contacter le RGPR, je vais le faire. Bien entendu. Lui dire que les gens là qui s'agitent, c'est l'argent qu'ils veulent. Ne leur donne pas d'argent. Qu'ils montrent d'abord de l'affection et qu'ils permettent, parce que là je suis obligé de le dire, la famille doit s'unir autour des obsèques de Oumyobé. Tout à fait. J'aime vous dire que les 2 filles de Oumyobé sont au Cameroun en ce moment, mais elles ne sont pas impliquées dans l'organisation de ce deuil. Est-ce que c'est normal? Pas du tout. Et Daniel est le seul garçon. Il doit prendre de la hauteur et régler ses problèmes. Et je le lui dis. Il sait que les Longones le lui reprochent. Il préfère marcher souvent derrière les gens alors que c'est lui qui a le grand nom. C'est lui qui est le fils de son père. Merci beaucoup. Donc quand j'ai dit cela, vous voyez, moi quand je monte, c'est pour... les Camerounais font de toutes les occasions, des occasions de se faire de l'argent. C'est-à-dire, Oumyobé est un prétexte. C'est un prétexte, il y a l'argent. Les gens prennent la femme de Oumyobé, la deuxième du genre, ils amènent à la présidence. Voici la femme de Oumyobé, voici la femme de Oumyobé. Des choses comme ça. Voilà des choses, des gens, le nom. C'est la fémania. C'est de la fémania. Et maintenant, au niveau des obsèques, vous les voyez, ils seront... Non, ça ne va pas se passer. Vous voyez, le deuil du président du groupe parlementaire RDPC. Ndongo Isomba. Vous avez vu les ministres commencer à s'agiter. Tout à fait. Et puis, le RDPC a dit, arrêtez ça. Ouais. D'ailleurs, le président de la République a désigné quelqu'un pour diriger ses obsèques. C'était le RDPC qui a organisé. Moi, je crois que le président Paul Biya doit commencer à montrer des signes d'apaisement. C'est la deuxième veuve qui est morte. La première est très âgée aussi. Je ne lui souhaite pas la mort, mais ça va arriver à un moment ou à un autre. Tout à fait. Il faut que le président s'implique à enterrer Oumyobé. C'est la veuve de Oumyobé. Non, à enterrer la veuve. Oui, c'est toujours Oumyobé. Oumyobé n'est plus là. Mais qu'il ne laisse pas les gens qui courent toujours là-bas demander de l'argent. Il est issu d'une famille. C'est vrai, le chef de ce village, le village de Oumyobé, Sa Majesté Lissouk Martin Moïse, n'est pas du tout en santé ces jours-ci. Il n'a pas bonne santé. Donc, il habite non loin d'ici, hein, il habite Foulan. Il n'est pas en santé. Mais voilà les personnalités. Il y a des personnalités Longoun. Le président Kobla Niémé, capable d'organiser, Maître Tang Emmanuel, et Corps de Charles. Il y a des personnes encore crédibles. Il y a des personnes, on a notre maman, qui est la première banquière d'Afrique centrale, Jacqueline Bakan. C'est la première banquière, femme cadre de banque d'Afrique centrale. Elle vit à Ezeka. Elle a 94 ans, debout comme une aiguille. Voilà les gens, et elle a marché avec Oumyobé comme son père. Très bien. Voilà les gens qui doivent organiser les obsèques de... Depuis quand la belle famille vient organiser les obsèques chez le... C'est-à-dire les Ndoksoul, comment ils peuvent organiser les obsèques chez les Longoun. Et quand on dit ça, c'est des choses simples. Parfois ici, vous avez enterré votre mère récemment. Elle était de Mvungue. J'ai vu le ministre Joseph Owona à la levée du corps. Et même à l'enterrement. Il était le frère à votre maman. Est-ce qu'il a organisé les obsèques chez les Mbakono? Ce qu'il avait, il nous a donné.
Voilà. Et elle est venue Est-ce que s'asseoir. on a pouvoir aller se présenter, dire que je vais organiser les obsèques de Madame Etoile? Ça n'était même pas possible. Voilà donc, je vous dis, pour que vous compreniez le schéma. Bapor et Balegel sont de la famille de la femme. Ils ne sont pas de la famille de Oumiobe. Est-ce que c'est clair comme ça? Ils peuvent donc pas venir chez nous organiser les obsèques de Oumiobe. Ils ne doivent pas le faire. C'est compris, hein? C'est pas l'occasion de venir se montrer. Le message est passé. C'est clair pour eux? Je pense que c'est clair pour eux. Si ce n'est pas clair pour eux, ils peuvent regarder la rediffusion ce soir. D'accord, si c'est clair pour eux, c'est bon pour tout le monde. Et nous passons donc à la citation de ce matin. La citation de ce matin est la suivante. Vous pouvez soustraire le corps d'une punition due, mais jamais l'âme de la charge karmique. On peut reprendre. Vous pouvez soustraire le corps d'une punition due, mais jamais l'âme de la charge karmique. Ça veut dire quoi? Oh, on peut mettre votre fils en prison. C'est le corps, n'est-ce pas? Vous pouvez l'enlever de la prison. Mais vous ne pouvez pas empêcher qu'il ne paye le prix karmique de l'acte qu'il a posé. C'est pertinent, hein? Oui, mais nous étions quelque part hier, vous et moi, à une messe d'action de grâce. Tout à fait. Et c'est cette messe qui m'a inspiré la citation du jour. Le prêtre nous a raconté l'histoire d'une maman dont le fils avait violé un enfant de 7 ans. Oui. Elle a pris son fils, elle a fait fuir, il avait violé l'enfant à Yaoundé. Elle a envoyé à Douala. Il a fui donc. Elle a soustrait son corps de la punition due. Parce qu'on devait le mettre en prison. Tout à fait. Sauf qu'à Douala, il est allé voler et on l'a brûlé vif. Oh là. Vous voyez? Donc, permettons même à ceux que nous aimons, surtout à ceux que nous aimons, de payer de leur chair la punition due. Votre enfant vole, on l'arrête. Si la punition, c'est qu'il fasse 6 mois à Kondengue, vraiment, allez lui donner calmement ça. Vous savez, oui, la nourriture pendant 6 mois. Arrêtez vos négociations là, tu connais le procureur tel et autre, parce que ce que vous n'enlevez pas, c'est la charge karmique. Votre enfant a volé à Parfa ici, il a disparu. Bon, Parfa ici n'est pas content. Est-ce que vous avez restitué le corps du délit? Pas du tout. Vous avez seulement agi comme vous avez les relations. Votre enfant est dehors. Vous êtes content? Il monte, il descend. Mais qu'est-ce que Mais le karma. Le karma. La charge karmique. Donc, et la dernière chose que je vais dire ce matin, Rapidement. elle est à l'endroit de Bernardo, Oui. qui est un mauvais enfant. Comment ça? Bernardo était avec moi ce matin dans le véhicule. Il m'a caché son anniversaire. Alors, pour le punir, j'ai déjà pris quelques petites dispositions pour que nous nous retrouvions le soir à mon domicile. Pour ceux qui pourront, on va lui offrir un petit repas. D'accord. Voilà. On sera là. Hein. Voilà, Un ce- petit repas pour Bernardo Ce soir. au domicile de Pierre Blériot. Ce sera extrêmement select. Bien. On va associer peut-être 2 ou 3 téléspectateurs. TVB est d'office invité, oui, bien bien sûr. Il connaît d'ailleurs le domicile, donc il n'a pas besoin d'indication. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on ne va plus indiquer. On va aussi voir si Olivia peut être là. Non, Olivia est notre Olivia fille. peut être à l'anniversaire, mais Olivia ne vient plus à l'émission. Quand je dis ça, ça énerve beaucoup de gens. Mais ici, pourquoi tu fais ça? Olivia viendra à l'émission en d'autres temps. On va régler aussi ça. Donc, ce mauvais enfant sera reçu par ses parents ce soir. Quel que soit le programme qu'il a, il finira sa soirée dans mon domicile. C'est enregistré. Lorsque nous avons dit cela, nous marquons rapidement une chose.
Théophile Vianney-Billa, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à toutes nos téléspectatrices. Bonjour à celles qui ne reçoivent pas l'invitation pour aller chez Blériot ce soir. Bonjour également à celles téléspectateurs qui ne sont pas invités, parce qu'il faut dire que les téléspectateurs ne sont pas invités le soir. Il n'y a que les téléspectatrices. Okay. Voilà. Sont invités. Quelle ségrégation. Non, il faut bien punir Bernard. Ah bon? Ouais. Et la meilleure punition, c'est qu'il n'y a que les filles qui seront invitées. Voilà. Et ça, c'est pour punir Bernard. Punir davantage. Vous ne voulez pas du bien à ce monsieur. Hein? Ouais, lui n'aura pas de charge karmique. Théophile Vianney-Billa, tous les matins, lorsqu'il est 6h45, il vous donne la revue de la presse. Il remet cela à partir de 10h pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin présentent pas mal d'actualités, notamment sur le plan politique, sur le plan de l'éducation et même sur le plan économique. Et nous ouvrons cette revue de presse avec le journal La Météo, c'est hebdomadaire, qui nous amène donc du côté du Gabon. Coup d'État, la joie des Gabonais pour le changement, c'est la principale une de ce journal. Les détails sont à lire en page 3, mais ce journal nous fait déjà savoir que le peuple de ce riche pays d'Afrique centrale semble, depuis la prise de pouvoir le 30 août 2023 par le général Brice Oligui Nguema, aux anges, et n'arrête plus de manifester au quotidien leur délivrance. Les citoyens, dans leur immense majorité, apprécient bien le nouvel homme fort qui, tel Moïse, vient de libérer la nation des chaînes des 55 ans de règne dynastique des Bongo pour inaugurer une nouvelle ère pleine d'espoir. Laissons cette actualité et restons dans la politique pour parler à présent du Rassemblement démocratique du peuple camerounais avec Info Matin. Le quotidien de Dieudonné Mvang s'intéresse donc à cette tournée politique de Jean Kueté. Le RDPC prépare 2025. Le secrétaire général du comité central du parti de Paul Biya, selon un message porté signé le 13 septembre 2023 du secrétaire à la communication Jacques Famendongo, en un périple régional dès ce 21 septembre à Yaoundé dans le centre. Ces descentes qui, à printemps, vont s'étendre sur l'ensemble du pays, semblent s'inscrire dans la perspective des préparatifs d'un double congrès ordinaire et extraordinaire. Présidentiel 2025, le journal de Bertrand Eba en parle également. Le RDPC prépare la succession de Paul Biya. Ce journal s'interroge. Le parti du flambeau ardent annonce la tenue des tournées régionales du secrétaire général du comité central et des séminaires de formation dès le 21 septembre prochain à Yaoundé, selon une note du secrétaire à la communication Jacques Famendongo. Du côté du SDF, on nous fait savoir que la nomination de Joshua Ossi à la tête du parti divise. Cette actualité nous est présentée en page 3 du journal Expression politique qui est en kiosque ce matin. Mutation de Georges Alain Boyomo parle des enseignements secondaires. La chasse aux OTS. Des enseignants qui boudent la reprise des classes à cause des promesses non tenues du gouvernement sont traqués par les services spéciaux et des responsables locaux du ministère des enseignements secondaires. Cette affaire nous est présentée plus amplement en page 7. Émergence reste dans l'éducation et s'intéresse à ce phénomène. Les multiples cas de disparition d'enfants inquiètent. Ce journal tire la sonnette d'alarme ce matin et présente la situation en page 3. Et si on parlait de cette autre affaire, affaire PAD Canabois, l'arrêt de la Cour suprême est à lire de la page 4 à la page 5. Cameroun Tribune, le quotidien bilingue gouvernemental, s'intéresse à la transparence dans les industries extractives. Les efforts payent, c'est ce que nous dit ce journal en page 9, avec 776 milliards de recettes engrangées en 2021 contre 663 milliards l'année précédente. Le secteur commence à récolter les fruits de la rigueur et de la conformité à l'initiative de transparence, en abrégé ITIE, dont le dernier rapport a été présenté vendredi dernier à Yaoundé. Ce journal nous fait également savoir que le CERAC est allé remettre des dons du côté du département d'Yaoundé. On en parle en page 14 et 15. Cette actualité bat la principale une du journal Le Quotidien dans son édition spéciale qui parle donc de ses œuvres sociales. L'élan du cœur de Chantal Biya dans l'Yaoundé est présenté ce matin dans ce journal. Sans détour, n'a pas loupé cette actualité. Département d'Yaoundé, pluie de réalisation et de dons du CERAC à lire en page 15.
2024. Et si on parlait de la participation des fidèles musulmans camerounais au Hajj, la politique du gouvernement sublimée, le professionnalisme de la Commission nationale du Hajj a été salué par l'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Cameroun au cours de l'audience à lui accordée par le MINAT le 14 septembre dernier. Réalité Plus parle également du CERAC. Le CERAC de Madame Chantal Biya a frappé très fort dans le département d'Undé, hôpital départemental de Banganté rénové, établissement scolaire du groupement Bachingou remis à jour. La première dame Chantal Biya a encore montré son bon cœur aux populations d'Undé qui lui disent encore 1000 fois merci. L'indépendant qui est en kiosque parle de cette autre actualité. Baptême de la 39e promotion d'élèves officiers d'actifs de l'EMIA, unité et patriotisme. Voilà donc le nom de baptême de ces élèves officiers du côté de l'EMIA. On parle donc de la 39e promotion. Le Pélican nous amène du côté de Marois. Accès à l'eau potable dans la région de l'extrême nord. Marois sur la bonne vague. On nous fait donc savoir que les vannes s'ouvrent pour cette ville à travers le projet de la pose de la première pierre de la construction du projet d'alimentation en eau potable AEP de 9 villes du Cameroun, phase 2. On en parle avec le journal Le Pélican qui nous fait donc savoir que le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Edundoué Somba sera bel et bien du côté de Marois. Nous refermons cette revue de presse avec Essingan. Essingan parle ici de l'université de Bolova, le campus de Monatélé exécuté à 70%. Outre les travaux de rénovation des bâtiments existants, il s'agit de l'état d'évolution du chantier, des constructions de 3 salles de cours sur les 6 prévues et d'un amphithéâtre d'une capacité de 400 places. L'évolution des travaux du côté de Monatélé est donc présentée ce matin. Parlons de cette évolution des travaux au journal Essingan de Marie-Robert Elundou qui nous permet de refermer cette revue de presse acte 2 sur Info TV ce lundi matin. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Implacable, intouchable et inattaquable reste votre fidélité. Merci de nous faire confiance dans le cadre de l'information. Merci El Perfecto. Appelez-moi tout simplement TVB si vous le désirez. Merci. Moi, je le désire. Je vous appelle TVB. Merci. J'en ai d'ailleurs convenance. Vous ne partez pas, c'est pour nous donner le fait saillant de l'actualité et qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Aux 19h et aux 20h sur Info TV El Perfecto, on va s'intéresser à l'état des lieux du côté des différents bâtiments qui abritent nos ministères ici en plein cœur de la capitale politique à Yaoundé. On va donc toucher du doigt la réalité parce que vous savez qu'il y a pas mal de petits couacs qui sont observés de ce côté et nos équipes sont donc sur le terrain pour voir effectivement qu'est-ce qui se passe. On parle ici de l'état de propriété, on parle également de l'entretien au niveau des installations qui sont dans ces bâtiments, ces bâtiments publics qui abritent nos différents ministères. On parle de l'électricité, on parle de l'entretien de manière générale. Les toilettes. Oui, les toilettes également, la peinture. À une certaine époque, Charles Atebe avait mené une enquête au niveau des édifices publics et notamment les ministères à Yaoundé. Le résultat de son enquête était scandaleux. La majorité des ministères au Cameroun n'ont pas de toilettes. Nous nous posons la question de savoir comment ces personnes qui travaillent dans ces départements ministériels font. Si vous arrivez au travail, Théophile Vianney-Biya, à 8h et vous repartez à 16h, vous ne pouvez pas aller uriner. Je ne peux pas parler d'autre chose. Maintenant, s'il faut le faire, ils se servent de quoi pour le faire? Très bonne question. Je pense que c'est un problème sérieux. Le problème de toilettes. Il faut qu'on en parle. Dans les ministères. Dans les ministères. Au Cameroun, les ministères n'ont pas de toilettes. Où les toilettes existent, même les portes sont fermées à clé. Ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a une personne qui détient la clé des toilettes. Et donc c'est lui qui décide du moins de la vie de tous les autres. S'il n'est pas là, s'il est allé à la pause, lorsque les toilettes existent, TVB, oui. Elles sont dans un état, comme je suis à la télé, je ne peux pas décrire. Et dès que tu mets ton nez, c'est que tu retrouves. Ça peut faire en sorte que vous tombiez. Et les toilettes des ministères au Cameroun, il faut qu'on en parle. Je pense que nous allons marquer un arrêt pour parler de cet aspect dans notre pays. Les ministères, les écoles et tout ce qui va avec n'ont pas de toilettes. Oui, à côté donc de ce sujet qui va donc faire un état des lieux des bâtiments
bâtiments qui abritent nos différents ministères. On va également parler ici de cette santé du patient, parce qu'il faut dire que le ministre de la Santé donne un point de presse tout à l'heure. Et dans ce point de presse, donc, il est question de parler ici de la santé du patient, parce que lors de la célébration de la journée dédiée aux patients hier, le thème qui a été choisi est bel et bien de faire du patient un acteur de sa propre sécurité. Alors, on aimerait bien comprendre comment est-ce qu'on pourra donc faire du patient un acteur de sa propre sécurité, étant donné que si vous arrivez dans un état très critique, vous ne pouvez pas assurer votre propre sécurité. Donc, on va aller écouter le ministre et on va également prendre l'avis des populations. Parlons de l'état de sécurité, bien sûr, des patients dans les hôpitaux. Parce que ce n'est pas vraiment chose facile. Et aujourd'hui, on demande aux patients d'être des acteurs de leur propre sécurité. Donc, lorsque vous vous retrouvez à l'hôpital, il faut, en même temps que vous êtes malade, assurer la sécurité autour de vous, assurer votre propre sécurité. On en parle. TVB, El Perfecto. à demain 10h. Avec le même plaisir, le même bonheur. Très bonne suite d'émission à vous ainsi qu'à votre panel. Lorsque vous nous livriez cette quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun, une actualité a retenu notre attention. C'est le cas de monsieur Joshua aussi, qui n'est pas un vendeur de hareng. Avec tout le respect que j'ai pour cette catégorie sociale, c'est justement un grand cadre du côté du Social Democratic Front, le SDF. Il a d'ailleurs été candidat à la dernière élection présidentielle au Cameroun. Docteur Ariel Meunier, le journal nous dit que le cas Joshua aussi divise au sein du SDF sur le fait que on voudrait le placer comme celui qui remplace ni John Frondi, le chairman, mais les cadres du SDF ne sont pas d'accord. Entre-temps, le SDF n'a pas encore de leader. Le chairman est mort et enterré pour une formation politique d'envergure. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Oui. Si vous dites déjà que entre les différents acteurs ou bien entre les différents membres du SDF, il y a séparation ou il n'y a pas entente, ça voulait tout simplement dire qu'il y a déjà un problème. Et le problème est né du vivant d'abord du chairman John Frondi. Parce que à l'allure ou à la lecture des événements et des faits, le SDF était déjà, avant même la mort du chairman, confronté à certains de ces problèmes. D'abord, il fallait déjà savoir qui, après le chairman, allait succéder à la tête du SDF. Le chairman lui-même, il n'a pas pu évacuer cela étant vivant. On voyait déjà cette bataille entre Joshua et Nietzsche. Donc, ce n'est qu'un problème que le SDF est en train, c'était déjà préparé. Aujourd'hui, ça ne peut que sortir, puisque le papa qui était celui-là qui savait calmer, n'est plus là. Aujourd'hui, moi, je peux faire une analyse simple. Hein. Le SDF, après la mort du chairman, va se dissoudre. Ah bon? Et vous allez voir certains, je me mets au défi en tant qu'analyste des sciences politiques que je suis, certains, comme Nietzsche, ne soyez pas surpris que demain, il crée un parti politique. Parce que, surtout qu'avant la mort du chairman, il a été exclu du SDF. Voilà. Donc, le SDF vit et vivra et mourra après la mort de John Frondi. Pourquoi? Parce que celui-même qui donnait le poumon, qui faisait battre ce parti politique historique, qui a été vraiment un très grand parti d'opposition ici au Cameroun, était John Frondi. Personne n'aura plus le charisme là. Personne n'aura plus la même carrure que ce monsieur qu'il a été. Joshua aussi, vous le connaissez avec beaucoup de débats et je ne peux pas manquer de vous le dire. On connaît sa proximité avec le fils du président Frambia. Ah bon? Donc, lui, d'autres. Est-ce que c'est un problème d'avoir une proximité? Vous avec comprenez, le fils lorsque vous voyez. Ils sont d'abord, je vous relance, docteur, Oui. Ce sont des êtres humains, ils sont tous camerounais. Il peut arriver qu'ils aient des bons rapports. Entre-temps, ils ne sont pas des ennemis, ils peuvent simplement être des adversaires politiques. Ah, vous voyez, parfait. Lorsque vous parlez là, je me rappelle lors de l'élection de 2018, Oui. lorsque Josia a été désigné comme le candidat du SDF, ça a créé toujours des mécontentements. Pourquoi? L'ami de l'autre qui est au pouvoir, et comment vous voulez me dire qu'on parle d'opposition alors qu'ils sont amis?
Très bien. Analyser simplement. Merci beaucoup. Ça veut dire qu'on ne fait que nous rouler dans la farine. Ce sont des grands boulangers. Voilà. Et c'est le peuple qui souffre. Pierre Blériot Nguemek, le SDF pour l'instant ne s'entend pas au sujet de Joshua aussi, qui est positionné entre guillemets pour être celui qui remplace Ni John Frondi. Ça crée un problème au niveau justement de cette formation politique, alors que il y a des échéances très importantes sur le plan électoral qui s'approchent à grands pas. Vous savez, la tâche d'un bon papa, c'est d'assurer une bonne succession, surtout lorsqu'il a bâti un empire. Vous savez qui est l'héritier de John Frondi? Non. Du point de vue familial? Non. Sa fille. Il a désigné sa fille. Ça veut dire que Frondi, qui a eu un certain nombre d'enfants, a choisi un enfant fille pour lui succéder. Chez eux, c'est presque inédit. C'est elle qui a... Et vous savez que Frondi était en même temps une personnalité traditionnelle très introduite. Ah bon? Oui. C'est cette fille qui a reçu tout cet appareillage. Maintenant, revenons à la personnalité de Joshua Oshie. Il ne faut pas seulement désigner un enfant parce qu'il vous obéit. Quelqu'un peut être obéissant et fainéant. Bon, disons que ce n'est pas son cas. Hein? Je n'ai pas dit que Joshua est obéissant et fainéant. J'ai dit que quelqu'un peut être obéissant et fainéant. Vous pouvez avoir un enfant qui n'a pas les capacités requises pour diriger un groupe. Je ne crois pas, personnellement, que Joshua ait montré suffisamment de charisme pour diriger le SDF. Personnellement. Et les résultats à la dernière élection présidentielle, la participation de Joshua... Les résultats étaient catastrophiques. ...montrent que, même, en fait, en existant sous le label Frondi, Joshua n'a pas pu faire grand-chose. Même s'il faut considérer que la situation du Nozo n'a pas contribué à donner au SDF un certain nombre de leviers. On a également constaté, Pierre Blériot, face à cette bataille que Joshua livrait entre guillemets à Nietzsche et vice-versa, que on a vu certains cadres du SDF battre campagne contre le SDF. Parce qu'il faut dire les choses... Parce qu'ils ne voulaient pas de Joshua comme candidat. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. La force du SDF a été la grande alliance anglo-bamileke. Il faut dire, c'est ça qui est. Et vous verrez donc que depuis que les gens veulent quitter le bateau ou quelques-uns quittent le bateau SDF, ils vont où? Pour au MRC. Au MRC. Ça veut dire que je crois que la communauté bamileke se serait attendue, après avoir accompagné un anglophone à la tête du SDF, que ce fût un anglo-bami ou un bami franco. J'espère que vous ne serez pas taxé des discours de haine et des discours tribales. Non, Blériot. Moi je fais attention. On risque de dire que vous avez tenu des discours de haine et que vous avez fait montre de tribalisme. Les gens savent que je tiens des propos extrêmement intelligents. Donc moi je dis les choses comme elles se vivent là. C'est-à-dire que, est-ce qu'on n'a pas le droit de citer les Bami, les anglophones, les Bassa et tout ça? Est-ce que j'ai dit qu'ils sont mauvais, ils sont bons, ils vont mourir? Encore vous êtes dans l'analyse politique. Non, je dis que le SDF avait une force communautaire anglo-bamileke. Le Bassa, l'UPC a une force communautaire Bassa. Ouais, le tribalisme là. L'UNDP a une force communautaire Peul ou autre. Fulbé et tout ça. C'est pas le tribalisme. Donc on ne peut plus décrire les choses que nous voyons. On va dire que ce sont des discours de haine. Non, moi je ne gère pas ça, encore que je n'attends rien de personne. Donc, il y a donc les anglo-bami ou les bamileke du SDF s'attendaient à ce que le pouvoir qui a été géré par un anglophone de Bamenda, parce qu'il faut dire que Joshua aussi est anglophone de Boya. Il faut préciser. C'est pas la même chose. Les anglophones de Boya sont davantage rattachés au littoral. C'est les Bakweri, c'est les Bakon, ainsi de suite. Les anglophones de Bamenda sont davantage, j'ai pas dit tous, rattachés à l'ouest. Donc ça a été géré par les anglo-bami de Bamenda et de l'ouest. Nietzsche a sa position. Il s'attendait à ce que ce soit lui l'héritier présomptif ou putatif du SDF.
Frundi n'a pas aimé le caractère de Nietzsche, Nietzsche qui est frondeur. Les gens comme Frundi, paix à son âme, étant des dictateurs, n'aiment pas avoir à traiter avec des gens trop libres. Nietzsche prenait beaucoup de liberté avec le tiers-man. Et il n'aimait pas ça. Et il n'aimait pas ça. Alors que Joshua lui disait, oui papa, bonjour papa, comment... Et ça, Frundi aimait. Je décris ce qui se passe pour ceux qui... Alors, mais le choix de Joshua fait par Frundi ne me semble pas judicieux pour la pérennisation du SDF. Ça, c'est une analyse que je fais qui peut être erronée. Si Nietzsche avait été choisi, le SDF de Nietzsche aurait été plus frondeur encore. Et sachez que nous, on a aimé le SDF frondeur. On n'a pas aimé le SDF des négociations, des amitiés, des réparations des avions des gens. Non, on n'a pas aimé ça. On a vu ni John Frondi, paix à son âme, danser très bien. Avec la femme de l'épouse du ministre Grégoire. Non, on n'aime pas le SDF. C'est bien, hein? Moi, je n'aime pas ce SDF. Mais vous voulez seulement que les gens bagarrent? Oui, moi, j'aime le SDF qui bagarre. Ça, c'est moi. Donc, le choix donc, que le père a fait. Et parfait, et c'est quand je dis ma chose, c'est pour que les gens comprennent. Même dans vos successions familiales. Lorsque vous aurez choisi quelqu'un parce qu'il est faible, parce qu'il vous obéit beaucoup, vous risquez de laisser dans un faible et voilà, l'empire va tomber. Très bien. Parce que les empires ont besoin d'être tenus par des hommes forts. Que ce soit l'enfant que vous aimez ou que vous n'aimez pas beaucoup, s'il a les caractères, moi je crois, étant père déjà de 14 enfants, je vais choisir quelqu'un qui a de la poigne. Même s'il est frondeur, je ne vais pas lui dire, bon, parce que ça m'aidera. Moi, j'ai à bagarrer contre tous mes oncles au village. Si je prends un mou, il faut quelqu'un qui va terroriser mes oncles au village. Donc, je prendrai quelqu'un. Merci Pierre Blériot. Bernardo Basson, nous sommes là dans une analyse politique ce matin qui concerne l'un des plus grands partis de l'opposition ces 30 dernières années en République camerounaise, le SDF. Le SDF qui est finalement essoufflé depuis quelques années. Il est encore plus essoufflé avec la perte de leur chairman. La preuve, pour l'instant, il n'y a pas encore le remplaçant de Ni John Frondi au sein du SDF. C'est la déchirure. Ils ne s'entendent pas sur le cas. Joshua aussi. Il n'y en aura peut-être pas. Il n'y aura peut-être pas de vrai successeur au président Frondi pour deux principales raisons. La première, c'est qu'en Afrique, de manière séculaire, on a des problèmes de transition. Parce qu'à chaque génération, ses réalités. Le président Frondi a appartenu à une génération qui avait ses réalités politiques. Tout à fait. Le leader actuel doit être contingent, doit être suffisamment éduqué et édifié pour le contexte politique actuel du Cameroun. Donc il faut quelqu'un de beaucoup plus vigoureux, de beaucoup plus futé, de beaucoup plus avisé sur des questions vraiment profondes. Or, lorsque ces papas veulent souvent léguer le pouvoir à leurs enfants, eux, ils oublient que l'enfant qui va venir sur la trône doit être un enfant qui répond aux besoins de l'instant. Et là, ils se trompent. C'est pourquoi au SDF, le président Frondi s'est trompé. Parce que celui à qui il lègue la suite n'est pas celui qui avait les armes pour suffisamment rassembler. Il n'a pas certaines armes pour suffisamment dicter et orienter. C'est plus quelqu'un de conciliant, de discutant, dans un environnement dans lequel il ne le faudrait peut-être pas pour le moment. Vous voyez. Donc, ça, c'est un premier problème. Le second problème également, c'est que M. Mekla a bien relevé. Au Cameroun, on dit, c'est vrai, parti anglophone, mais c'est deux cultures différentes. Vous voyez. Les Bamenda sont, entre guillemets, le mariage entre les Bamileke et les Nigérians. Vous allez voir que les cultures Bamenda sont très proches de celles de l'Ouest et celles du Nigeria. Les Boya sont plus proches des Sawa, même dans les noms. Vous savez que beaucoup de gens du Maquis ont migré vers le sud-ouest. Donc, c'est deux cultures différentes qui n'ont en partage que la langue. Et donc, dans la gestion, il n'y a pas une identité culturelle. Et puisque le SDF était porté par Frondi, les Bamenda s'identifient, les Bami s'identifient plus au SDF Bamenda que Boya. Donc là encore, il y a un découpage qu'il faut savoir bien réorganiser. Il y a un arbitrage à faire. Et là, celui qui est choisi actuellement ne peut pas rassembler. Donc, à ce niveau encore, il y a problème. C'est ce qui fait que pour le parti SDF, en ce moment, l'avenir est très sombre. Et donc, je vais sortir en disant que le parti d'en face, également, qui semble préparer une transition, devrait être prudent.
Vous voyez, prudent. Parce que il faut qu'on mette quelqu'un qui va peut-être travailler à plus unir. Ici, c'est pas le cas, ça va être problématique. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Révérend Fabrice Stéphane Guiégou, vous qui êtes un homme d'église, peut-être que il faut exorciser le SDF. Il y a trop de démons au sein du SDF. L'analyse que j'ai faite en écoutant les autres, c'est le problème de succession est un véritable problème en Afrique. Un véritable problème. Si vous regardez, même dans les entreprises, même dans les familles, c'est un vrai problème. Et ce n'est pas un problème qui commence forcément aujourd'hui. Même dans la Bible, nous allons regarder. Maintenant, dans la succession, il y a deux catégories. Il y a ceux qui sont préparés à la succession. Il y a ceux qui forcent la succession. Vous voyez? Donc, il y a d'autres qui sentent que, bon, voilà, peut-être le père est en train de partir. Alors, ils commencent à forcer la succession. Je pense que le fait que le chairman... Il y a d'autres même qui commencent à flatter le papa. C'est tout ce qui met à forcer la succession. Ils donnent des petits cadeaux au papa. Ils montrent qu'ils sont attentionnés. Ils montrent qu'ils sont obéissants. Alors qu'en réalité, ça peut être le mauvais pion. C'est très souvent le mauvais pion parfait ici. Très souvent. C'est pour cela que je vous ai dit de ne pas vous opposer à l'enfant qui est frondeur. Parce que lui, il est au moins vrai. Tout à fait. Vous pouvez avoir un gars qui vous joue les rôles, là, il vient vous essuyer autre. Il vous accompagne doucement. Il veut seulement que vous lui donniez le dernier secret. C'est tout. Mais moi, je pense plutôt que quand j'observais, avec une observation profane, puisque je suis apolitique, mais avec une observation profane, je pensais plutôt que en 2018, c'était une manière de se débarrasser de monsieur aussi. Parce qu'il sentait peut-être, le chairman sentait une sorte de pression autour de lui, par lui. Et il a donc dit, bon, comme tu te sens capable, comme un enfant qui veut dire, voilà, moi je suis capable, ok. On l'a mis devant et nous avons vu les résultats qui étaient pour moi néants par rapport à un parti qui a véritablement... 34% voilà. À l'élection présidentielle, c'était néant. Voilà, donc voilà un peu. Mais il y a d'autres qui vraiment, ils ont les aptitudes. Nous avons le cas de... Il y a des personnes, d'autres qui peuvent être les successeurs naturels, mais qui ne le deviennent pas par la suite, à cause d'un détail qu'ils ont manqué. Je vais vous prendre dans le cas de la Bible, nous avons deux enfants, des jumeaux, Ésaü et Jacob, qui étaient pressentis à la succession, ou alors la bénédiction, c'était Ésaü. Mais sauf qu'il était beaucoup plus axé à regarder autre chose, c'est-à-dire qu'il donnait du gibier à son père, il donnait à manger à son père, mais Jacob regardait quelque chose de précis. Vous voyez un peu. Il avait cette capacité et nous avons vu par la suite ce qui est arrivé. Donc pour dire, il sera très difficile pour rejoindre un peu M. Blaireau qui lui disait que monsieur aussi fasse l'unanimité. Mais monsieur le pasteur, comme je vous ai prévenu en off, que je frappe souvent sur les pasteurs, l'histoire d'Ésaü et Jacob qui est racontée dans la Bible est une très mauvaise histoire. Il faut que les chrétiens fassent très attention de croire à cette histoire. Il faut même l'effacer. Et pourquoi? Oui, parce qu'elle traduit un Dieu malhonnête. Elle traduit un Dieu injuste et méchant. À quel niveau? Parfait, ici pour faire le résumé. Jacob est l'aîné, Ésaü est l'aîné et Jacob est son cadet. Jacob a, avec sa mère, des plans pour arracher la succession d'Ésaü. Le jour où le père décide de bénir Ésaü, et il dit à Ésaü de lui faire un repas. Ésaü va dans les champs pour chercher du gibier, pour faire du repas à son père. La mère des enfants va prendre une chèvre directement dans le troupeau qui était là. Elle prépare, elle prend la peau de cette chèvre, elle met sur son fils parce que Ésaü était velu et Jacob ne l'était pas. Et leur père était aveugle. Elle vient donc tromper son mari qu'il s'agit d'Ésaü. Le père bénit à la place d'Ésaü Jacob. Et Jacob, c'est moi vous dire que c'est les blancs aujourd'hui. Et Ésaü le noir selon l'interprétation biblique. Non, faisons. Alors, est-ce qu'on peut prendre la bénédiction divine par le vol? Et le père fait remarquer que la peau est celle d'Ésaü, mais la voix est celle de Jacob.
La mère lui dit que non, c'est bien Ésaü. Dans ces conditions, il bénit Jacob à la place d'Ésaü. Ésaü arrive plus tard avec son repas. Son père lui dit, désolé, j'avais déjà béni Jacob. Vous pensez qu'un Dieu juste ferait ça? Je te maudis. Toi qui as volé la bénédiction. Non, je dis... Vous prenez cela sur le plan philosophique et littéraire. Oui. Mais la quintessence surnaturelle ou de la révélation qui est derrière, peut-être ça qui manque. C'est quoi? Mais par contre, la Bible va venir nous dire que Dieu est celui qui fait le choix. Il dit que j'ai eu Ésaü. Donc la bénédiction, tout était selon le plan de Dieu. Ce n'était pas un problème des parents. Vous connaissez bien le verset, non? C'est en Romain, il dit, j'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Vous pensez que ça peut venir de Dieu? Pourquoi pas? Ah d'accord. Puisque Dieu est souverain. Si vous avez donc un Dieu... Permettez-moi de dire une chose sur les choix de Dieu. Il n'y a pas... C'est très très compliqué de parler en si peu de temps d'une telle chose. C'est pas le thème. On va organiser un débat sur ce thème, mais je vais vous dire que sur la question, les Occidentaux, comme sur d'autres questions, vous ont manipulé. Parce que ce que vous verrez donc, c'est qu'il y a eu une longue guerre entre les deux frères, une guerre fratricide entre les deux frères. Ils se sont détestés pendant très très longtemps. Ça veut dire si c'était dans le choix de Dieu, Dieu a donc instauré la haine entre deux frères, parce qu'ayant promis non, monsieur Biero, la haine entre les deux parties, c'est une question de sémence. Et cette deux sémences commencent depuis la Genèse. C'est une question de sémence qui... C'est quoi la bonne sémence? Merci beaucoup. Hein. Après cette rubrique biblique, nous allons simplement marquer une touche pause. On verra dans quelle mesure organiser un débat sur cet aspect des choses. À tout de suite pour la suite. Bernardo Basson, la dénonciation de ce matin. Aujourd'hui, la dénonciation nous vient du côté de Douala. Un groupe d'étudiants de Douala m'a contacté pour me faire savoir que ils sont étudiants à PK17. Et cette université a, entre guillemets, je pense, 3 facultés. Il y a Polytechnique, une faculté de génie, bref, il y a 3 facultés dans l'université. Ils m'ont fait comprendre que le trajet entre PK14 et PK17 est totalement impraticable. À tel point que la moitié des universitaires de ce côté-là ne vont plus à l'école et vont juste pour composer. Donc ils vont jusqu'à il faut composer, ils composent et puis ils rentrent chez eux parce que l'accès à l'université est chaotique. Donc ils ont souhaité que ce matin, les démineurs en parlent afin que le gouvernement sache que de ce côté-là, les universitaires qui sont censés représenter le Cameroun à l'avenir n'ont pas de conditions sereines pour suivre leur formation et dans des métiers bien sûr de pointe pour un pays qui se veut émergent à terme. Donc ce matin, les démineurs ont fait comment? C'est quelle université? C'est le Douala. L'université de PK17. PK17. C'est le campus annexe de l'Orbessou. Je vous passe justement la parole, docteur Ariel Meunier. Vous semblez maîtriser cette situation où les étudiants ne peuvent plus normalement aller prendre des cours qui sont dispensés par leurs enseignants et préfèrent simplement aller composer. Je me pose ma question, il s'agira de quel genre de composition puisque vous n'avez pas suivi normalement les cours. Tout ceci à cause d'un mauvais état de la route. Je suis vraiment choqué, mais c'est aussi un plaisir pour moi. Parce que je suis pratiquant actuellement, je suis à Douala. Je connais bien ce campus et je connais les péripéties et tous les rouages qu'il va falloir faire ou bien qui suivent ce trajet pour arriver à l'Ogbossou. D'abord, je voudrais d'abord dire aux étudiants, je leur donne mes encouragements parce que c'est très difficile.
Quand vous prenez à partir après PK12 jusqu'à 14, 17 en allant en sortie. C'est la magie. Je vous dis, c'est très compliqué. Même quand vous prenez la moto, je me demande comment ces gars font pour aller là-bas. Vous savez dire que nous avons un malaise social. Je ne sais pas si... Attends, vous parlez de Douala ou bien vous parlez d'Ngelmendouga? Non, je vous parle de Douala. Ah, Et d'accord. avec un campus bien structuré et tout, puisque tous les autres, ils s'arrêtent juste à Ange Raphaël. Vous voyez le grand campus. Mais cet annexe, vraiment, je me demande comment ces étudiants font pour vivre. Comment ils font même pour aller là-bas, c'est compliqué. D'abord, il faut comprendre quelque chose, c'est que même pour manger, c'est compliqué. Et un ventre affamé n'a point d'oreille. Même quand vous-même vous êtes enseignant, quand vous parlez à ces gars, les gars sont épuisés. Ne leur demandez pas de faire un miracle. Donc, pour un enfant qui n'est pas de bonne famille, et même s'il est même de bonne famille, à chaque fois que vous partez avec le véhicule là-bas, vous rentrez, il est fracassé. Vous rentrez, il a Tout l'amour. ce qu'on peut demander à l'État, c'est juste de racler. Donc même si vous allez même à pied, c'est compliqué. Quand il pleut, comme actuellement à Douala, il pleut toute une journée. Quand vous prenez même la moto, Donc c'est la grave. boue arrive au niveau des reins. Et vous arrivez en salle de cours, vous êtes sale. Donc, l'enfant arrive à l'école, il est mouillé. Et vous croyez que ce monsieur-là, quand vous parlez, il ne peut pas vous écouter. Il ne peut pas vous écouter. Que nos dirigeants, ou bien ceux qui nous dirigent, essayent de penser à cela. Je crois qu'il y a un maire de la ville là-bas. La dernière fois, quand je passais, j'ai vu on essayer d'enlever. Puis même la poubelle remplie. Et ça réduit même le petit trajet qui reste, où il y a un peu de goudron. J'ai vu on enlever les poubelles. Donc, c'est vraiment très compliqué du côté de Douala, de cette zone-là. Je ne sais pas, ces habitants-là, nous croisons les doigts. Hein. Merci beaucoup Pierre Blériot-Niamek. Situation donc compliquée du côté de la ville de Douala. On parle là d'un chemin qui mène au savoir, c'est un chemin qui mène à l'université. Nous allons parler des diplômés tout à l'heure. Hein. Alors, un enfant, un étudiant qui étudie dans ces conditions peut véritablement avoir un bon diplôme. Parfait, j'ai été étonné que Dr Ariel mette tellement d'émotions, il n'arrive même pas à vous décrire ce qui est. Les étudiants étudient avec qui? Avec l'aide de qui? Qui enseigne aux étudiants? Mais sont les enseignants? Mais aucun enseignant ne peut arriver là-bas. Vous parlez des étudiants. Je suis allé à un deuil à PK24 il y a 3 mois. Quand j'entrais avec mon véhicule après PK10, je suis arrivé à PK12, quelqu'un m'a demandé, c'est avec le véhicule-ci que tu comptes aller là où tu as dit? Je lui dis oui, je ne connaissais pas. Il dit, mon frère, je te conseille de garer ton véhicule et de marcher. Incroyable. J'ai dit comment? Il dit, bon, ça va. Bon, si tu peux viendras aller. me retrouver ici, tu me diras. Mais je vous assure, mon véhicule est rentré en lambeaux. En lambeaux. Non, il n'y a pas un moyen d'esquiver les crevasses. Il est arrivé au niveau de PK14, qu'un camion venait devant moi, je suis rentré, je ne savais pas que c'était une crevasse. Et là, ce que j'avais comme passagère 2 femmes. Elles ne peuvent pas pousser. Il a fallu que je supplie les mototaximans de venir porter. Et vous voyez, la carrosserie n'est pas dure. Ils ont déchiré la carrosserie parce qu'il fallait que je sorte de là pour... Oh mon Dieu, c'est-à-dire... Oh là là. C'est la route qui mène à l'université. Oh, c'est un pandémonium. Oh là là. C'est-à-dire, c'est le résumé de toutes les souffrances. Et vous voyez les enseignants d'université qui se retrouvent dans des cargos. Réellement, ils sont souvent dans... Oui, oui. Qui entrent dans des crevasses, on dit à tout le monde de pousser. Oui. Sortez tous. Il n'y a pas que je suis. Il faut parler de 2023. Nous sommes en 2023. On dit à tout le monde, n'essayez même pas de dire que je suis si... Vous dites que c'est Douala? C'est Douala. On dit c'est la route qui va à Yabassi. Oui. Incroyable. Ça qu'ils reçoivent est bonnet pour pas. Non, c'est un enfer. Je dis, parfait ici, si vous tentez, si votre véhicule va aujourd'hui et ressort, vous-même, vous n'aurez plus l'envie d'y mettre votre véhicule. Très bien. Alors, dans ces conditions-là, les enfants, déjà, et puis, laissez-moi vous dire, le prix de la moto est multiplié par 4, par 5.
Oui, pour que vous alliez là-bas. Il n'y a pas de logement là-bas pour dire que vous irez habiter là-bas, ainsi de suite. Non, ça ne date pas d'hier. Rien n'est fait. Donc, il y a un ministre qui doit s'occuper de ces choses-là. Je crois que c'est M. Taux d'avancement qui devrait s'occuper de cette route. Monsieur Taux d'avancement, c'est qui? Attendez, vous avez un ministre qui est taux d'avancement Moi, qui je ne connais devrait pas. s'occuper des routes et des choses comme ça. Mais si déjà, vous savez que maintenant, il a décidé que l'autoroute va sortir par Boumiébel avec 2 péages automatiques déjà. Donc, on a compris que l'autoroute c'est fini. C'est-à-dire l'autoroute qui devait aller à Douala, c'est fini. C'est déjà dans les oubliettes. On fait ça bien. Est-ce que le péage automatique de Kouamaria, après Mbankom, sera bientôt opérationnel? Et celui de Omoko est déjà opérationnel. Voilà. Et l'autre, après Boumniebel, on a inauguré vendredi quand je venais sur Yaoundé. Attendez, parfois ici, vous pensez que sérieusement, si on voulait donner l'autoroute au Cameroun, on allait faire les péages automatiques sur la vieille route qui vient de coûter des centaines de millions. Non, c'est pour vous informer que l'affaire d'autoroute, oubliez, ça devait s'arrêter à Boumiébel chez Oumio. Révérend pasteur Fabrice Guégou, nous le disons à la télé, nous le décrions, nous le dénonçons. Est-ce que le gouvernement de la République n'est pas au courant de cet état de choses du côté de Douala, une route qui mène à l'annexe de l'université de Douala qui se retrouve dans un état piteux et chaotique? Jusque-là, rien n'est fait. Ils ne peuvent ne pas être au courant. Je vais vous raconter une histoire. Nous avions un décès dans ma belle famille. Ils sont tout juste derrière l'aéroport De Yaoundé? de Yaoundé. Et je vous assure... Simalène? Oui, l'aéroport de Simalène. Puisque vous laissez l'aéroport et vous allez prendre... Comme si vous allez en Balama et vous entrez quelque part. Et il a plu pendant que nous y étions. Il fallait voir le périple des personnes véhiculées. Il y a un monsieur qui a son... Comment on appelle ça? L'atténuateur s'est cassé. Oh là là. Juste une petite distance. L'atténuateur s'est cassé. Et pour qu'on essaie de monter tous, on avait mobilisé la plupart des jeunes qui nous poussaient. C'est-à-dire quand tu accélérais, tu forçais, on vous poussait. Pour que le véhicule... Et moyennant quelque chose. Bien évidemment. C'était une aubaine pour eux, ce jour-là. Donc c'est l'état, je crois que c'est l'état des routes. J'écoutais un jour quelqu'un qui disait qu'un jour... le chef de l'État avait dit que l'autoroute ou alors la route de Bolo-Vakrivi à Comme 2 était faite. On avait dit au chef d'État, c'est pas lui qui avait dit. On lui avait dit qu'elle était faite. Donc vous voyez, ils sont bien au courant, mais il manque juste de volonté de C'est le les faire. sorciers. Merci beaucoup. Puis Bernardo Basson, qu'est-ce qui fait problème? Manque de moyens financiers ou manque de volonté politique? Plusieurs fois sur ce plateau, j'ai dit que l'université au Cameroun a été désacralisée, a été dénaturée, peut-être pour des besoins politiques ou autres, je ne sais pas. Mais plus loin ici, il y a 2 éléments à prendre en compte. Le premier élément, c'est ma profonde compassion, mon extrême compassion. Parce que vous savez que je viens d'une partie du Cameroun dans laquelle il n'y a pas de route depuis que je suis né. Donc, depuis que je suis né dans mon village à Bodbea, Pangambe, il n'y a pas de route. Quand il y a deuil comme en ce moment, s'il n'y a pas de route, donc à PK17 à Douala, je comprends profondément ce que les gens y vivent. C'est davantage grave parce que nous, on va pour enterrer ou pour aller en congé, mais eux, ils vont pour fréquenter, pour se former, pour s'éduquer, pour construire le Cameroun. Et ils n'ont même pas accès à leur lieu de formation. Pour moi, c'est extrêmement grave. Deuxièmement, c'est encore plus compliqué parce que même si un mécène, quelqu'un de bonne foi, veut venir aménager la route à ses frais, ça va lui créer d'autres problèmes. On se comprend au Cameroun. Donc, on empêche aux étudiants d'avoir accès à leur centre de formation. Là, il vient de me repréciser que dans le même campus, il y a la faculté de médecine de Douala annexe, il y a Polytech, il y a également une autre branche universitaire de Douala qui est toujours là-dedans. Donc, vous voyez, c'est trois en un. Donc, la masse d'étudiants est importante. Mais on ne leur permet pas d'aller étudier et on interdit aux mécènes, aux personnes de bonne volonté, de vouloir aménager la route. Comment ça?
je ne vais pas rentrer dans les détails. Non, Donc, il y a moi peut-être- je veux bien comprendre. S'il y a un bienfaiteur qui lui veut arranger cette route, donc, le maire va refuser. Non, c'est pas, Ça n'est pas le maire. c'est pas une route tenue par le maire. Le ministre Nganou Djoumessi a fait une descente dernièrement. La société qui construit cette route a dépassé tous les délais, et même dans l'abandon. Le problème ici, moi, on me dit le ministre va résilier le contrat. Et autres. Nous sommes une république, non? Les gens ne peuvent pas venir gagner des contrats ici et s'amuser. Parce que nous, on s'amuse avec tout. Mais Ailleurs, on vous donne un chantier, vous avez des délais et vous les respectez. Et on méprise tellement notre État parce que... Moi, je pose une question. Lorsqu'on parle de résiliation de contrat, cette entreprise va rembourser l'argent? Vous avez déjà vu quelle entreprise a remboursé l'argent? Il s'agit donc de quoi? Mais c'est nous. C'est c'est nous qui faisons qu'on nous prenne comme ça. Merci Vous beaucoup. voyez, il y a des gens, des particuliers. Vous ne pouvez pas travailler chez lui et voler un seul sac de ciment. Nous avons un problème de temps. Nous allons rapidement lire les messages jusque-là enregistrés. C'est la méchanceté des gens qui nous dirigent. Ils sont au courant et ont même déguerpi ceux qui étaient aux abords pour voiler les yeux. Mais bien après, rien n'est fait. La route est boueuse en saison pluvieuse et en saison sèche, c'est l'extrême poussière jaune. Ils n'aiment pas le Cameroun, ces dirigeants. C'est Simon qui envoie le message. Je vous amène au plus 33, c'est la France. Bonjour le panel. Concernant cette route de PK, je vous assure qu'elle est si mauvaise que chaque fois que je passe par là avec mon véhicule, dès que j'arrive à la maison, je dors comme si je viens de combattre avec Nganou. Merci de dénoncer. C'est Jean, lui, depuis Paris, hein, Dis-lui quand même qui que envoie le message. comment un combat avec Nganou, il ne va pas dormir. Autre message. Bonjour parfait et bon retour à notre Bernardo national. En ce qui concerne la dénonciation, la route de PK14 à PK17, les étudiants vont à pied avec les bottes à cause du mauvais état de la route. Parfait, cette route est en chantier depuis près de 10 ans, ayant changé plusieurs entreprises de ce fameux projet. Le projet en question, c'est PK14 Yabassi, 100 km. De Ndokoti à PK14, le maire de la ville a eu pitié des populations de ce côté. La route est en chantier. On pose des pavés présentement. Bonne émission à vous. Bonjour Monsieur Parfait Aïssi. En ce qui concerne les malheurs de notre pays, tous sont fautifs, mais le seul coupable de tous ces problèmes, c'est Somba de Massi, hein, qui nous envoie le message. Bonjour les démineurs. Bonjour les démineurs, s'il vous plaît, Monsieur Parfait, ici, il faut pas toujours croire que quand une personne fait une analyse où il y a les bamiliqués dedans, forcément, on va toujours prendre ça pour du tribalisme. Il y a des gens instruits et c'est une analyse vraie. C'est signé Rodrigue. Rodrigue, lorsqu'on m'a suspendu la dernière fois au Conseil national en communication, vous savez pourquoi? Et je ne vous ai même pas vu sortir pour apporter le soutien à Parfait ici. Donc, à un moment donné, on risque de dire, il faut arrêter ça. Je lis un autre message. Bonjour Parfait et à tous ces invités. Pour moi, le Cameroun doit être fier d'avoir un monsieur comme Tonton Blériot. C'est une tête que l'on doit protéger. Concernant la route de PK et plus, c'est un vrai calvaire. Nos ministres vivent ici comme des étrangers. C'est Olivier depuis Douala qui envoie le message. Le ministre... Bonjour Parfait et à votre riche panel. Bernardo fait bien de dénoncer ce tronçon. Je vis à PK21 et je vous assure, ce tronçon de PK14 à PK21 en passant par ce campus à PK17, c'est la catastrophe. Et je signe toujours mon message en précisant que je suis à Douala PK21 où la route n'existe pas. Ce que Blériot décrit là est notre réalité quotidienne. Depuis 2017 que le tronçon a été mis en réhabilitation et devait se terminer en 2019, 24 mois de travaux. Mais aujourd'hui, nous sommes à 6 ans. Rien n'est fait. Pendant la saison de pluie, c'est la boue. Partout, et en saison sèche, ce sont des nuages de poussière avec des maladies que vous pouvez imaginer. Le ministre était là en mai dernier et il a dit sur les antennes de la CRTV qu'il va retirer le contrat à cette entreprise. C'est Njiki Ebenezer depuis Douala,
PK21. Bonjour Perfecto, bonjour au brillantissime Blériot. Monsieur Haïssi, je suis votre émission depuis un certain temps et j'apprécie beaucoup le travail gigantesque effectué et j'apprécie un peu plus les analyses intelligentes et rationnelles de Monsieur Blériot Niemek, surtout sur le domaine de la religion. S'il vous plaît, organisez ce débat entre Niemek et un homme d'église. On va tous y ressortir édifiés sur plusieurs aspects et mensonges de la Bible. Merci. Mouta Amen Matati Yaoundé Okemet. Ça veut dire quoi? C'est un kémite. Un kémite. Je vais tout voir en télévision au Cameroun. Autre message. PBB, Perfecto, Blériot et Bernardo, je voulais dire TVB. Vous voulez créer un syndicat de la SAP ou quoi? Juste pour vous annoncer que les perdièmes des gens ayant pris part à la dernière campagne contre la rougeole et la rubéole ont fini par être payés après 10 semaines. Merci pour la dénonciation. D'accord. Merci également. Je pense que nous avons dénoncé cette injustice sur ce plateau. Oui. C'est toujours toi qui dénonce. Ceux-là sont entrés en possession de leur dû. Tout est bien qui finit bien. Nous sommes contents. Ça a pris du temps. L'argent est bon à tout moment. Si quelqu'un vous doit de l'argent, ne veut pas payer une seule adresse. Si l'UPC... alors, je vais d'abord commencer à lire en haut. Bonjour monsieur et toi. Belle analyse de monsieur Niemek. Concernant le SDF, même s'il a fallu que le MRC... C'est mal écrit mon ami, je préfère sauter. Maintenant la suite, il dit si UPC Bassa, UDC Bamoun, UNDP Peul, RDPC Boule Wondo, MRC Bamileke, SDF Anglo, où va-t-on? Ce sont des familles politiques ou des familles de sang. C'est Pierre de Pungosso. Bonjour à vous sur le plateau. Happy birthday à Bernard Basson. Que Dieu le comble de toutes ses grâces et continue de le soutenir dans sa vie. Happy birthday et bon retour à Bernard Basson. C'est Julienne depuis Douala qui envoie le message. Merci. Julienne, apparemment, est très contente de ton anniversaire. Nous allons du côté du 213, c'est l'Algérie. L'université de PK21 à Douala se trouve dans un quartier des Bassa. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut dire que partout les Bassa se trouvent, il y a toujours le sous-développement. On dit souvent que les sorciers sont allergiques au développement. Donc c'est la sorcellerie des Bassa qui n'aiment pas le développement. Bon, c'est bien, c'est bien. Mais s'il avait signé son message, j'allais lui dire quelque chose. Mais je ne lui dis pas cette chose. Je vous amène au 221. Il s'agit de quel pays là? Le Sénégal. C'est le Sénégal. Bonjour Espace Miné. Revi, il veut dire bon retour à Bernardo. Merci. Autre message ce matin, je vous amène au 226. Burkina Faso. Le pays des hommes intègres. Info TV, juste l'info. L'info juste. Bravo, Espace Miné, parfait ici. Dites aux éleveurs d'abeilles que moi j'élève des scorpions. Et malheur aux buveurs de Matango. Parfait ici. Comment comprendre la présence des facultés en périphérie sans route? C'est incroyable. Mais vous voulez laisser quel pays à vos enfants? Les pays moins avancés que le Cameroun ne vivent pas ce type de calvaire. Une université, c'est tout un ensemble. Route, eau, électricité, cité universitaire, etc. Le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est Paul depuis Ouagadougou qui envoie le message. Cherchons encore des messages de l'extérieur. Parfait, ici, il faut savoir que les universités sont des lieux de concentration économique. Donc, en les mettant en périphérie, ce qu'on crée de façon subséquente, c'est une activité économique autour, comme il a cité. C'est-à-dire, une fois qu'il y a des cités d'étudiants, les gens y logent. Les petits commerces sont florissants, etc. Donc, les mettre en périphérie n'est pas un problème, juste qu'il faut l'accommodation suffisante, et notamment la voie d'accès principale. Et je vous amène au plus 39, c'est l'Italie. Bonjour, perfect au panel. Je
crois pour ma part que le MRC a été salvateur pour l'opposition camerounaise, puisque depuis les soupçons de collabo du chairman avec le parti au pouvoir, les sympathisants et certains militants du SDF étaient en vadrouille. Et Nietzsche s'est battu comme un beau diable pour maintenir l'aile combative du parti. Malheureusement pour le SDF et heureusement pour les Camerounais, le MRC est arrivé et repris sur le combat autant que faire se peut. Blériot dénigre souvent ce combat, mais lui-même sait que ce n'est pas chose facile. Concernant la dénonciation, s'il faut s'atteler à dénoncer les infrastructures de toutes sortes au Cameroun, de même que le social, le sanitaire, vous l'avez dit tout à l'heure, il manque de toilettes dans vos services publics. Les étudiants doivent savoir qu'en 1968, ce sont les étudiants français qui ont dans la rue demandé à De Gaulle de foutre le camp. Et ainsi dit, ainsi fait. Donc, soit ils vont réclamer de meilleures conditions pour leur épanouissement, soit ils la bouclent. Il y a pire au 237 que leur route. Ils peuvent même se cotiser pour construire ça, non? L'étudiant a quoi au Cameroun? Mon ami de l'Italie, pourquoi tu es énervé ce matin? Non, il faut comprendre sa logique. Il est dans une certaine... Ouais. Alors, on prend le message du confrère Samuel Mbonjok. Que dit Samuel Mbonjok ce matin? Bonjour parfait et à ton panel. Il s'agit bien du nouveau campus principal de l'université du Douala. Ce n'est pas une annexe, s'il vous plaît. Il s'agit donc de la conséquence du piétinement du projet de construction de la route Douala Boné-Poupa en chantier depuis 2016 par une entreprise tchadienne appelée Incobat. Donc on allait prendre une entreprise au Tchad. Oui, oui. Puis c'était une subvention entre l'État, c'était un accord entre l'État du Cameroun et l'État tchadien. Non, on a compris, Doc. Donc le Cameroun n'a même pas une entreprise pour faire la route là. Le Tchad en a. On a compris. Parfait, ici. Enfin, vous le dites, les gens ne maîtrisent pas votre humour. Quand papa ici et toi demandent que donne-nous le Cameroun, nous sommes allés prendre une entreprise au Tchad. Vous venez nous faire la route. On a fini avec papa. Je préfère prendre un verre d'eau. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur le plateau des démineurs. Nous sommes justement là entre 10h et 11h52 dans le cadre justement de ce programme. Nous vous le disions en ouverture ce matin, nous parlons des diplômés au Cameroun avec une interrogation. Que sont-ils devenus ces diplômés-là? Je commence par le docteur Ariel Meignier. Docteur Ariel Meignier, on va faire simple. Hein. La question peut paraître banale, mais définissons d'abord ce qu'on entend par un diplômé. C'est quoi un diplômé? En des mots simples. En des mots simples, un diplômé, c'est une personne qui a eu à acquérir certains éléments basiques de formation professionnelle. Et à la fin de ce cursus, on lui décerne un diplôme qui, après évaluation, on lui remet ce diplôme-là qui permet à cet individu de pouvoir postuler ou à pouvoir acquérir un métier. Très bien. Je pense que de manière très simple, nous sommes d'accord que vous avez bien défini ce qu'on entend par un diplômé. Entre-temps, donc, celui qui, justement, a obtenu un CPE, comme on appelait à l'époque, est un diplômé. Celui qui a obtenu le BEPC est un diplômé. Le probatoire, le baccalauréat, la licence, le master, et que sais-je encore. Ce sont des diplômés. Je vous suggère de garder le microphone hein, et pour entrer véritablement dans le vif du sujet. Si vous permettez que j'ajoute un mot. Oui, Bernardo, vous allez compléter la définition. Oui, un diplôme. Bon, des diplômés, je prends le diplôme parce qu'il y a diplômé. C'est un titre.
qu'on donne à quelqu'un pour justifier d'une qualité. Donc, vous pouvez être médecin. Tout à fait. Maintenant, le diplôme, c'est le titre qu'on vous donne pour attester de la qualité de médecin. Oui, mais comme vous dites qu'il garde le microphone, Ouais. il faut aggraver la définition. Oui, tout à fait. Si tout diplôme, toute personne qui avait un diplôme, on l'appelait diplômé, il n'y aurait plus de raison d'appeler les gens diplômés. Ce n'est pas avoir un diplôme à la maison ou deux. Non. Quand vous êtes diplômé, ça veut dire que vous avez une cargaison. Oui. Non, C'est un cursus. oui, ça veut dire le mot. Regardez un peu. Si j'ai le CP, je ne suis pas un diplômé. Non, Est-ce que le CP n'est pas un diplôme? non, vous êtes un diplômé. Le contexte du mot diplômé veut indiquer que vous avez accumulé beaucoup de papiers. Quand vous dites vous les diplômés, C'est le contexte camerounais. non, c'est pas le contexte. Un concept, vous le mettez dans un contexte. Oui. Quand on dit les diplômés, les gars, les certifiés ne vont pas venir se tenir là. Ils ont le certificat de diplômé. C'est un diplôme. Même les brevetés ne viendront pas se tenir. Ce n'est pas les diplômés. Non. Quand on dit les diplômés, c'est quand on dit. Vous avez eu un débat entre deux hommes de médias. Charles, pour ne pas les nommer, le feu Charles Ateba-Yene et Billy Shaw. Quand Ateba-Yene présentait ses diplômes, il a commencé par le bac en montant. Bon, comme Billy n'avait pas ces choses-là, Non, Billy est quand même sorti de l'estique. Laissez-moi Faut pas dénigrer mon grand frère Billy Quand Shaw. Billy a Billy Shaw est commencé- sorti de l'estique. quand Billy a commencé, lui, il a commencé avec le CEP. Et Billy Shaw, avant d'entrer à l'estique, était entré à l'université de Yaoundé. Non, il faut le dire. Il faut restituer les choses. Quand il Billy- était entré à l'université de Yaoundé, il a eu quel diplôme là-bas? il faut d'abord comprendre On que parle des diplômes. Je ne compte pas les diplômes. Billy est sorti de l'estique. Donc ça veut dire qu'il a... Vous le savez, moi. Permettez-moi de raconter l'histoire. Donc, Ateba Yene lui dit que, mais attendez, c'est lourd, vous allez que là, le CPC. Est-ce que tu sais que même le doctorat aussi, bon, vraiment, il est à mort, puisqu'on a aussi parlé d'une affaire d'UNESCO qui était montée, qui était descendue. Non, vous le savez quand même. Non, aussi. moi je sais de quoi il s'agit. Non, il ne faut même pas tomber dans ce petit piège-là. Parlons du thème. La prioritaire. chaire UNESCO que Ateba Yene a faite en RCA est une chaire légale. Il a fait ça où? En RCA. En RCA. Hein? Oui, mais c'est une chaire. Non, ça. Non. En RCA. Non, d'accord. Ateba Yene était un diplômé. Non, en RCA. Oui, où est le problème? C'est d'abord il a Non, c'est soutenu. bon, je voulais avoir l'information. Oui, il va soutenir. Touadéra, le président de la RCA, a soutenu son doctorat au Cameroun. Et on peut, ainsi de suite. Mais si Touadéra soutient au Cameroun, donc c'est la même chose comme s'il a soutenu en RCA. Mais il y a, Touadéra est venu faire ses études ici à l'université de Yaoundé. Hein? il y a aussi de grands Camerounais qui ont fait leurs études en RCA. En RCA. Non, la RCA a une grande université. Hein. Nous avons les diplômés. En RCA. Oui, oui. Les gars sont devenus des docteurs. C'est ça ici. C'est pas parce que vous soutenez votre grand frère Billy Shaw. Pourquoi on respecte les doctorats de l'Occident? Mais docteur Ariel va encore reprendre le Donc les diplômés ont beaucoup de diplômes. Merci C'est beaucoup. pas le CEP et le BPC. Docteur Ariel, qu'est-ce qui fait donc problème? Je disais que nous devons entrer dans le vif du sujet. Lorsqu'un enfant a donc obtenu tous ses diplômes, est-ce que nous avons souvent une visibilité après? Voilà pourquoi la question, que sont-ils devenus? Vous savez, parfait, lorsque vous parlez de cette thématique ce matin, moi-même je me sens un peu indexé. Hein. Ah bon? Parce que tel comme Béo le dit, moi je suis un diplômé. Ah, d'accord. Mais qu'est-ce que je suis devenu moi-même? Donc c'est comme si vous me demandez de répondre là. Vous parlez de vous-même. Mais oui, je peux parler de moi. Ils sont cherchés donc quand vous recrutez dans une université. Jusqu'à présent, je ne suis même pas recruté. Non, il faut le dire. Donc ça me le touche message doit vraiment. passer. Non, faites que le message passe bien. Il y a des gens au quartier qui racontent que si tu as le doctorat, tu vas travailler. C'est faux que c'est faux. Il y a des centaines de milliers. Voilà, docteur Ariel. Il n'est pas le seul. Il enseigne à l'université, il est au chômage. Mais il est docteur. Ils sont des centaines et des milliers à avoir bagarré pour avoir le doctorat qui est le sommet des diplômes. Tout à fait. Et ils vendent avec les doctorats en main. Ils vendent même l'eau. Non, ils vendent le bon François. Ce n'est pas normal. Docteur Ariel, allez-y. Vous savez, il s'agit d'une structuration sociale mal établie. Aujourd'hui, l'État est devenu un État vendeur de diplômes. Donc, on nous a fait croire, c'est un leurre, que celui qui part beaucoup à l'école, c'est celui-là qui sera un jour un fonctionnaire ou cela. Moi, je dis c'est faux. Si j'avais eu quelqu'un qui m'aurait indiqué bien, s'il y avait eu quelqu'un qui pouvait me canaliser. me canaliser
moi j'aurais été un technicien. Parce que le technicien, il a la maîtrise de ce qu'il fait et il a des connaissances qu'il met en pratique directement. Nous, avec le système français on a éduqué et inculqué à nos parents, on nous a dit non, mettez les enfants, ils aient les diplômes, ils seront des mains des grands administrateurs, ils seront des grands magistrats, ils seront ceci ou cela, c'est faux. On doit repenser et revoir notre système éducatif. Notre système éducatif doit s'adapter aux nouvelles donnes éducatives. Puisque quoi? Aujourd'hui, on n'a plus besoin de diplômés au Cameroun. On en a tellement. Ils sont nombreux et l'État ne peut pas tous nous canaliser. Nous devons mettre l'accent sur le professionnalisme. Aujourd'hui, quels sont... Mais au Cameroun, justement, j'ai souvent suivi le ministre d'État, professeur Jacques Famendongo, parler de la professionnalisation des enseignements. Je pense que c'est effectif. C'est à l'Orbessou. Vous dites toujours, non, vous savez, le Cameroun est champion dans des grands discours. Nous bavardons trop, mais rien n'est jamais planifié. Pourquoi aujourd'hui cela ressort? On lance des recrutements. Dernièrement, moi je ne peux pas vous parler, je prends le cas d'exemple de l'université de Bolova. On avait lancé un recrutement du personnel à l'université de Bolova. Moi j'ai déposé les dossiers. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'a jamais eu une liste des gars recrutés, mais les gars sont déjà en fonction et donc ils travaillent. Même pour nous faire comprendre que non, voilà ce qu'on a choisi. Jamais. On ne nous a jamais, mais on nous a donné des communiqués, nous avons déposé les dossiers. Voilà encore, actuellement. On a relancé encore le recrutement des enseignants à l'université. Si vous parlez comme ça, on ne va pas vous recruter au Cameroun. Non, vous n'êtes pas un mec. Je ne suis pas... Vous attendez quelque chose de cet État, ne parlez plus. Ne venez pas dire que vous avez déposé des dossiers à Ebol. Ils vous notent, qui disent que comme celui-là a dit, on ne va plus le recruter dans aucune université. Mais vous allez faire peur là. Non, moi je lui dis la vérité. Il faut être un grillé comme moi, parce que tu n'attends rien. Dès que tu te plains comme ça, alors que tu as raison. Vous savez, moi, on faisait ça au lycée. L'élève qui a raison, qui se plaint du professeur, le professeur en coaction avec le surveillant général vous punit. Donc, tu dis comme ça, on dit, il part nous trahir sur les plateaux de télévision, comme il parle à côté de Niamey qui dit des âneries souvent, on ne va plus le recruter. Je crois que... Ensuite, docteur. Oui, je crois que M. Niamey, tout le monde a quand même son mot à dire. Et face à un malaise... Il y a la liberté d'expression. Face à un malaise, un jour, moi je vous le dis, cela pourra changer. Et le changement, non, le changement viendra avec des personnes. Ce cas ici ne vous dit pas, c'est que lui ne vous garantit pas la liberté après l'expression. Merci docteur. On va passer la parole à Bernardo. Bernardo, on parle, on rit, mais c'est un problème sérieux. Il m'est arrivé de mener mes petites enquêtes au niveau du Cameroun. Que de diplômés, des enfants qui ont le baccalauréat, la licence, à l'époque des maîtrises, des masters, des diplômes d'ingénieurs, des diplômes je ne sais pas de quoi, des diplômes en médecine, des enfants qui ont le doctorat. Ils sont nombreux, mais ils sont dans nos quartiers à ne rien faire. Que sont-ils devenus, les diplômés camerounais? Il y a 3 éléments ici que je peux essayer de mettre en relief. Le premier élément, c'est la différence qui existe entre la diplomation et la qualification. Au Cameroun, quoi qu'on dise, il y a des personnes qui sont diplômées, mais qui ne sont pas suffisamment qualifiées. C'est vrai aussi. Qui sont, certes, parce que la diplomation, c'est l'autre nom de la certification. Donc, qui ont un certificat, qui attestent d'une qualité, mais qui, sur le terrain, ne sont pas suffisamment pratiques, opérationnels pour répondre aux besoins sociétaux. Ça, il faut quand même le dire. Deuxièmement, dans la politique générale qui est mise en place, l'idée n'est pas le projet d'absorption de la masse éduquée pour la construction du Cameroun. La preuve, pour un projet de route, on laisse Polytech, l'école des travaux, pour aller prendre les Tchadiens pour nous construire une route. Ce qui fait que le dosage de formation qui est inculqué à nos étudiants, ou à nos frères et sœurs, n'est pas adapté aux besoins camerounais, ou du moins n'est pas fait pour que ces personnes soient absorbées par le système global afin de les réinsérer par le système de travail. Maintenant, troisièmement, au Cameroun, la masse nationale est tellement jeune que naturellement, on aura un sureffectif de diplômés. C'est impératif. Il faudrait donc pouvoir, à mon sens, resserrer les verrous de la formation. Les délibérations au bac, qu'on supprime tout ça. Parce qu'il serait mieux qu'en fac,
on est 20 étudiants brillants, plus que d'avoir 80 qui ne font que tricher au secondaire. Aujourd'hui, par exemple, si je dis que moi j'étais brillant au lycée ou au collège, on peut en douter. Mais je suis relativement intelligent et assez structuré, au point où celui qui me regarde sait quand même que, à l'école, dans mon parcours, j'ai eu une souche. Au lycée, il y a beaucoup qui ne venaient pas à l'école, qui trichaient. Et ils ont les diplômes après. Eux aussi se plaignent. C'est pas qu'ils doivent être marginalisés, mais c'est que dans un pays qui se veut compétitif, on doit faire la part belle à ceux qui se forment. Donc, incitons également beaucoup à l'auto-emploi. Ceux qui sont devenus, ils sont devenus deux types de jeunes. Oui. Les jeunes qui ont compris que le gouvernement peut-être ne peut pas tous les absorber et qui ont choisi la voie de l'auto-emploi, de l'auto-formation et du travail à la tâche. Et ceux qui ont voulu un temps faire le football, ça les a dépassés, et vont dans les médias ou dans les quartiers dire que ce pays tue les jeunes. Parce que pour beaucoup également, ils n'ont pas voulu suffisamment se former, ils n'ont pas voulu suffisamment apprendre, ils n'ont fait que tricher et aujourd'hui ils se plaignent tout le temps. Aujourd'hui, moi je me plains également parce qu'il y a des systèmes qui ne marchent pas bien. Mais quoi qu'on dise, le gouvernement a sa part de responsabilité en ceci que il ne met pas en place des secteurs dans lesquels on va absorber les jeunes qui sont formés. Les médecins, les infirmiers, on va se soigner en Europe. Pourquoi? Ceux qui sont ici vont devenir quoi? Ainsi de suite. Donc pour moi, voilà ce que moi je peux relever a priori. Merci, le révérend pasteur Guégou. Le problème est donc posé sur la table ce matin. Entre-temps, également, ils sont nombreux qui sont diplômés en linguistique, ils sont nombreux qui sont diplômés en sociologie, ils sont nombreux qui sont diplômés en sciences po, en sciences juridiques, en psychologie, et que sais-je encore avec tous les autres J. Pour le cas du Cameroun, en 2023, est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités? Est-ce qu'il n'est pas temps que le gouvernement de la République puisse justement définir ses priorités en termes de formation? Probablement que cela nous évitera donc de poser le style de questions ce matin. Que sont-ils devenus? Évidemment, s'il faut même répondre de façon brève à la question, c'est qu'ils sont devenus chômeurs. Oh là là. D'autres même bandits. Oui. Non, je vous dis, je vous parle d'un cas que j'ai chez moi. Mon épouse a fait une certification, elle a un diplôme dans le domaine de la santé. On a lancé plusieurs concours d'intégration. Parfois, dans les concours d'intégration, ils sont interrogés dans d'autres matières. Comment ça? Je vous dis. C'est le théâtre. Voilà. Ils sont dans de l'imagerie médicale, mais quand le concours arrive, on les interroge en analyse biomédicale. Il y a des cas comme ça. Il y a aussi le cas où je vais rejoindre M. Basson. Ce n'est pas adapté à l'offre, à la demande. C'est-à-dire que des diplômes que l'on va chercher ou alors le cursus que l'on suit n'est pas adapté à la demande, surtout aujourd'hui en 2023. Mais maintenant, l'État, c'est vrai, il faudrait fixer des priorités de formation. Bon, c'est vrai qu'ils ont départi ces ministères, le ministère de la formation et de l'emploi et tout le reste, mais il reste un vrai problème parce que par contre, quand vous arrivez au Tchad, il n'y a pas beaucoup de docteurs. Quand j'étais au Tchad, on me dit qu'il n'y en a même pas 50. J'ai dit, ah bon? Pour éviter les problèmes d'ordre diplomatique, moi je dirais pas moi. Non, il ne dit pas ça mal. Il veut dire que les gars vont dans d'autres secteurs de connaissances, plutôt que de poursuivre l'école classique. Oui, mais je pense qu'il faudrait beaucoup plus professionnaliser les gens dès la base. C'est ça. Professionnaliser les gens dès la base. Et avec une mesure de structuration de manière à ce qu'après être sanctionnés d'un diplôme, qui soit intégré immédiatement, comme c'était à l'époque avec l'OCUS, avec les NAM, avec l'école normale supérieure, avec d'autres formations. Mais il faudrait professionnaliser par rapport, parce qu'aujourd'hui, à quoi servirait forcément quelqu'un qui fait histoire géo, surtout que l'histoire géo n'est même pas adaptée à notre réalité. On te parle de Gaulle, on te parle de Mao Tse-tung, de Mao Zedong. Donc le système éducatif n'est pas adapté. En 2023, tu as un expert de Mao Tse-tung. Voilà. Il y a des gens comme ça, des docteurs experts de Mao Tse-tung. Pratiquement tout ce qu'on a importé. Vous pensez qu'on a besoin de Mao Tse-tung au Cameroun? Du tout.
Beaucoup ne connaissent pas l'histoire d'Ouniaboy. Beaucoup ne On connaissent n'a pas. jamais vu un historien ici au pays, un docteur en histoire, expert de Oumyobé. Voilà. Vous voyez Mais il y que. en a qui sont experts de De Gaulle. Voilà. Il y a un truc à l'école qu'on appelle souvent l'orientation. Les orientations sont très mal faites. Parce que ce n'est pas adapté à notre environnement. Merci. Pierre Blériot-Niemek, à quoi ça sert d'être bardé de diplômes et finalement courir derrière un callbox? Parfait à ici, il faudrait que les gens écoutent un peu. Le plus grand menteur de tous les temps, pas seulement au Cameroun, c'est l'école. Ah bon? L'école vous promet ce qu'elle ne vous donnera pas. Dans le système francophone. Vous savez, pour avoir le doctorat, je ne parle pas de doctorat de médecine, que je ne dénigre pas d'ailleurs. Quelquefois, pour partir de la première année au doctorat au Cameroun, vous faites minimum 15 ans. Après le bac. Et ce n'est pas 15 ans au quartier. C'est que vous allez à l'école toutes les années et vous réussissez. Les gens ne le savent pas. C'est-à-dire que le doctorat, par exemple en philosophie, votre école de la licence jusqu'en master 2, si vous avez été brillant, vous avez fait 5 ans. Pourquoi? Non, c'est ce qui se... Non. Ce n'est pas 2 ans? Non, de la licence, je veux dire depuis la première année jusqu'en master. D'accord. D'accord. Maintenant, le cycle du doctorat a 3 autres cycles à l'intérieur. Oui. Ah oui, il faut Niveau 2. Il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ouais. C'est ça. Et chaque niveau, c'est combien de temps? En moyenne, une année. Normalement, c'est Cela signifie donc que après le master, vous pouvez être docteur à... Non, vous n'êtes pas encore docteur. Il y a les années de recherche. Ce n'est pas, vous n'êtes pas encore docteur. Et les choses ne se passent pas de cette façon. Blériot-Niemek, est-ce que dans ce pays, il y en a qui ont obtenu le doctorat après le bac à moins de 15 ans? Oui. Et alors? Non, mais c'est... Oh, parfait. On ne va pas prendre les exceptions pour la règle. Demandez, bon, est-ce qu'en philosophie, il y a quelqu'un qui a obtenu le doctorat après 10 ans, après le bac? Je vous dirais non. Vous pensez qu'en philosophie, là-bas, vous faites la sorcellerie? Non, il y a d'abord des problèmes administratifs avant d'atteindre les problèmes académiques et ainsi de suite. Donc, ce que je veux faire comprendre, c'est que lorsqu'on sacrifie autant d'années, il faudrait que ce soit pour un résultat qu'on maîtrise. Première chose. Il ne faudrait pas que ce soit des années perdues. C'est ce que je dis. Deuxième chose, je regarde le gouvernement et les emplois publics comme l'équipe nationale de football. Ça veut dire quoi? Vous voyez ma comparaison. Il y a 24 ou 25 joueurs qu'on peut prendre à l'équipe nationale. Et vous avez 5 millions de parents qui veulent que leurs enfants jouent au foot. Et qui aspirent que leurs enfants jouent au foot et qu'ils jouent un jour à l'équipe nationale. Chers parents, asseyez-vous. Regardez votre enfant, non pas avec les yeux d'amour, mais avec des yeux réels. S'il n'est pas très bon, il ne jouera jamais à l'équipe nationale. Parfois, il est même très bon, mais on l'écarte. Non, laissons d'abord. Il faut d'abord que votre enfant soit très bon. Voilà le principe. Le premier principe. S'il ne joue même pas à l'équipe nationale, il pourra jouer dans d'autres grands championnats. Or, je ramène ça à l'école. N'envoyez pas un enfant chercher le doctorat quand c'est un élève moyen. Il va être un diplômé, mais sans consistance. Et là, il va se mettre en difficulté. Parce qu'à la vérité, l'école, lorsqu'elle est bien faite, fait vivre son homme. C'est vrai. Que vous travaillez quelque part ou pas. Moi, ce que j'ai mangé derrière l'école, je ne peux même plus vous dire. Tout à fait. Donc, vous n'êtes pas obligé d'envoyer vos enfants dans l'école classique. Et vous verrez que tous les parents, parce qu'eux-mêmes n'ont pas les ressources. Vous me parlez des conseillers d'orientation. Eux-mêmes ont fait conseiller d'orientation parce qu'ils n'avaient plus quoi faire. Eux-mêmes doivent être Orientés. Oui. Et puis le système littéraire poussé. Le ministre de l'Enseignement supérieur au Cameroun, Il l'a dit dans une sorte. c'est un pur littéraire. Quand vous parlez de professionnalisation, il comprend ça comme un mot qui est très beau parce que lui parle bien français. Mais est-ce que c'est pratique chez lui? Non. La professionnalisation ne peut pas être une affaire de LMD que vous avez là dans vos facultés. Si on n'avait pas minoré certains métiers, depuis l'école primaire
depuis le lycée, ainsi de suite, les parents orienteraient leurs enfants vers des études qui sont des études professionnelles et performantes. Les gens veulent entendre mon fils à le bac, vous voyez plein de bacheliers. Nous, ici à Info TV, pour conclure, nous recrutons, n'est-ce pas? Mais vous prenez, vous dites, vous voulez un poste de rédacteur, pas rédacteur en chef. 5 jeunes gens viennent, après 2 semaines, le niveau de leur rédaction est catastrophique. Ne vous fascine pas. Mais je vous assure, j'ai un petit en tête, le petit Loric. Si Loric s'intéressait ou s'il vient à s'intéresser aux médias, vous pensez que vous avez un enfant qui a une telle plume. Vous n'allez pas le sélectionner et dire au PDG, nous avons besoin d'une telle plume. Tout à fait. Est-ce que les jeunes aujourd'hui, eux-mêmes sont convaincus que leur plume peut leur donner à manger? Vous avez fait LMF, mais est-ce que votre plume sort du lot? Ou alors, quand vous étiez à l'école, on vous disait qu'on n'étudie pas le français. Merci. Et vous avez cru qu'on n'étudie pas le français. Aujourd'hui, vous êtes professeur de français, mais vous n'avez aucune plus-value sur les autres qui parlent français. Nous allons lire d'autres préoccupations ce matin. Je vous amène au plus 49, c'est l'Allemagne. Bonjour perfecto, ce pays est à refaire. Comment comprendre que pour construire ou refaire nos routes, il faut l'autorisation de la France? Voilà pourquoi, même si un mécène tentait seulement de son propre gré, il subira toutes les foudres de l'État. Bon panel, c'est Kingsley depuis Berlin qui envoie la préoccupation. Je vous amène au 241. Gabon. C'est le Gabon. Bonjour très chers frères, j'espère que vous vous portez bien. J'apprécie beaucoup votre émission. Je suis un Camerounais résident à Libreville au Gabon depuis plus de 3 décennies. J'aimerais souvent donner mon point de vue sur certains sujets concernant le Gabon. Pour l'observateur averti que je suis, je remarque qu'il y a trop de contre-vérités. Excellente journée et bon début de semaine. Il n'y a pas de problème, vieux frère, toi qui es au Gabon. Autre message, je lis comme c'est écrit, hein. Et parfait, mon pays est bien jusqu'à. Tu fais 4 ans en première pour qu'aucun concours ne soit lancé par ces diplômes. Tu as le bac, on te présente le bon François. Tu fais même l'effort d'avoir la licence à 23 ans. Une structure te demande ta même licence avec 6 ans d'expérience et avoir 21 ans. Finalement, ce sont... Il a cité les noms de communautés pour ne pas être suspendu au CNC. Je vais donc dire, finalement, ce sont certaines communautés qui ont compris le système de cette vie. C'est Baba depuis et voilà, et qui envoie le message. Alors, Steve Axel à Douala nous dit quoi? Bonjour, Espace Mini, et surtout à mon idole Blériot. Pour le thème du jour, est-ce que le docteur vient de dire concernant le recrutement de l'université de Bolova? Je suis quitté de Douala pour aller déposer Sava vers 1 an. Le 15 octobre, aucune liste n'est sortie, mais les gars travaillent jusqu'à... Ils vont même en mission. Et si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Et s'ils savaient qu'ils devaient recruter leurs enfants, mieux ils nous laissaient utiliser notre argent pour faire autre chose, parce qu'il fallait certifier tous les papiers. Pascal de France est au rendez-vous ce matin. Qu'est-ce qu'il nous dit? Bonjour les démineurs. Concernant le thème de ce jour, je dirais que l'aspect au Cameroun est mis sur la quantité et non sur la qualité. Comment forme-t-on dans nos universités? Beaucoup de théories, très peu de pratiques. Les TD sont pratiquement inexistants dans nos universités. Dans nos hôpitaux, on forme des enfants sans que l'accent soit mis dans leur stage pratique. Le doctorant apprendre plus le narco que les bonnes pratiques de la médecine. Ils voient plus leur maître sur les plateaux de TV en train de vouloir gifler le présentateur et prononcer des injures d'une bassesse immonde. Alors, Pascal, à partir de la France, vous parlez du Cameroun ou bien? Ça se passe au Cameroun? Quelqu'un a voulu gifler et insulter un présentateur? Je ne suis pas encore au courant de cette information. Ah bon? Vous n'êtes pas au courant? Pas encore. Non, la personne est un très grand médecin, très grand professeur de médecine, l'un des meilleurs au Cameroun et en Afrique d'ailleurs, le professeur Jean Baebek. Maintenant, une coqueluche des médias, à force d'applaudir chaque fois qu'il provoque ou qu'il fait une sortie de piste, c'est devenu des habitudes. Aujourd'hui, Baebek se sent comme obligé de faire une connerie entre guillemets sur le plateau pour que les gens applaudissent.
Il faut simplement dire... Donc, on doit insulter sur un plateau pour être applaudi. Je dis que les gens ont fait la promotion de cela. C'est devenu la marque Jean Baebek, professeur. Les Rio, Oui. comme ici, on n'insulte pas ni les invités, ni le présentateur. Je préfère que nous lisions encore des Non, messages. un présentateur comme vous qui peut vous insulter. Non, c'est Parce même que- pas imaginable. Parce que même physiquement, vous pouvez même porter la personne, vous la mettez dehors. Bonjour le plateau, le doctorat c'est 10 ans minimum au Cameroun et c'est effectif. Le problème est le contenu de votre doctorat. Au Cameroun, les gens partent à la recherche du diplôme, pas de la compétence. C'est Armand depuis Douala qui envoie le message. Parfait, ici, permettez. Hein. Oui, et cela vaudra votre dernier tour de C'est parole. une humble suggestion au gouvernement. Et d'ailleurs, je suis sûr que là-bas, ils s'y connaissent mieux que moi. Le système d'éducation ou de formation primaire, c'est pour apprendre à écrire son nom et à lire. Le système secondaire, c'est pour apprendre à échanger, à communiquer, à s'exprimer. Et dans ce système, on doit également apprendre le savoir-faire, la compétence pratique qu'à l'université, éventuellement, on peut peaufiner. Le Cameroun a besoin de fins agriculteurs et de fins informaticiens pour le moment. L'histoire, géographie, ECM au lycée, vraiment, excusez-nous avec ça. Pour l'instant, ça ne sert à rien au lycée. En fac, quelqu'un peut l'avoir comme passion. Aller être historien, géographe, tout ce qu'on veut. Ça ne sert à rien au lycée. Au lycée, on doit apprendre éventuellement la chimie, les mathématiques, les langues et l'agriculture, l'élevage, la pêche. Parce que c'est ça qui rend pratique. Tout ce qu'on fait là que ECM, ça ne sert à rien. Merci. Donc vraiment, mes profs d'ECM, j'ai beaucoup de respect pour eux. Mais ce qu'ils m'ont enseigné aujourd'hui ne me sert pas à grand chose. En fac, on peut avoir pour passion l'ECM et étudier ça. Mais vraiment, pas faire ici. Il y a un respectons confrère, les il y a un confrère qui a dit sur ce plateau il y a quelques mois, il parlait de la science de la vie et la terre. Les enfants étudient la science de la vie et la terre. Il dit, la science de quelle terre? Docteur Ariel Meunier, que doit faire l'État pour résoudre cet épineux problème? Ce que l'État doit faire est simple. L'État, en tant que régulateur, doit faire des programmations. Il ne suffit pas de nous donner des diplômes. L'État doit aussi peser la qualité de l'enseignement. Et il ne faut pas sortir les gars pour sortir la quantité. Non, il va falloir revoir la qualité. Et aussi, nous devons être face aux nouvelles donnes académiques et mondiales. L'État doit s'arrimer à cela. Et quand il dit l'État doit s'arrimer, faisons face non plus à une question de formation, mais il faut professionnaliser nos étudiants et nos futurs enfants qui partent à l'école. Moi, je ne peux plus envoyer mon enfant, moi, par exemple, à faire l'enseignement général. Non, il sera technicien. La technique paye. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Un autre message pressant de la France qui atterrit. Bonjour, recherche de diplôme et surtout pour qu'on se fasse appeler docteur, professeur, maître sur les plateaux de télévision et rien dans le savoir-être. Il faut aussi dire à côté de cela, hein, sans aucune jalousie, il y a de très grands docteurs, de très grands professeurs. Merci. Quand on a dit cela, révérend pasteur, que doit faire l'Église? Vous avez aussi un rôle à jouer pour ce cas? Oui, généralement, ce que moi j'enseigne, c'est de pousser. Jésus même était charpentier. Voilà. C'est que je. Donc Jésus était un technicien. C'est que je. Paul aussi. Son papa, même Joseph était un grand charpentier. L'apôtre Paul aussi. Voilà. Était, Ils ont compris qu'il fallait faire la technique. Voilà. Donc, ce que moi je pense, il est préférable, comme je l'enseigne, j'encourage les gens, c'est l'entrepreneuriat. C'est de copier le modèle anglo-saxon. C'est le meilleur. Je sors du Nigeria il y a tout juste 2 mois. Oui. J'ai observé qu'il y a peu de personnes qui sont oisives. Oui. Chacun est toujours... Tout le monde bouge, tout le monde fait quelque chose. Exactement. Maintenant... Ils ne sont pas des agrégés. Voilà. Autre chose qui m'a impressionné, c'est que, sans publicité aucune, Canal Plus est arrivé, ils n'ont pas mis 2 semaines. Au Nigeria. Au Nigeria. C'est qu'on m'explique. À peine ils sont arrivés, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà les bouquins Canal Plus partout. Parce qu'ils ont l'intelligence de la
J'ai demandé est-ce que c'est vrai, on m'a dit oui. Donc, pour dire, je pense que c'est le meilleur modèle qu'il faudrait. Merci Pas de la population. On arrive au terme de ce programme, révérend pasteur Pierre Blériot-Niemek. Que voulez-vous que l'on retienne au sortir de ces débats très importants? Il faut diversifier l'offre au Cameroun. Il faut vraiment la diversifier. Laissons l'école classique à ceux qui ont des aptitudes particulières, dont rendons-la la plus compétitive possible. Parce que je vais vous révéler une chose. J'entends souvent des gens dire s'habituent. Non, non. Pour ceux qui ont des compétences particulières en matière d'école classique, ils ramassent tous les savoirs à la fois, hein, vous savez. Celui qui est présenté aujourd'hui comme l'un des plus grands philosophes africains n'a pas fait philosophie à l'école. Mais on fait des thèses de philosophie sur ses ouvrages de philosophie. Joseph Achille Mbembe. On peut même parler d'un autre professeur à côté de nous, hein, le professeur Mathias Eric Owonangi. Ah oui! Lorsque vous laissez sa discipline de prédilection, c'est la science politique, ce garçon est d'une culture générale à mille autres Parfait, ici, pour la culture des hommes qui nous suivent. Il y avait un savant italien qu'on appelait Pic de la Mirandole. Un jour, Pic de la Mirandole avait invité tous les autres savants du monde dans les différentes disciplines pour débattre avec eux de Omniare Tibile, de toutes les choses que l'on peut savoir. Un individu. Pic de la Mirandole. Pic de la Mirandole avait récité un ouvrage de 360 pages, ligne par ligne. Wow. Bon, ce ne sont pas des humains. Ah oui, ça, on appelle ça des mémoires prodigieuses. Merci donc arrêtez beaucoup de dire que je suis... Et puis vous savez, ceux qui n'ont pas de contenu de connaissances aiment vous rappeler leur diplôme. Et pour ça, on ne l'a pas dit. Et pour ça, Onang l'a fait à Ngouakele. Oui, à Ngouakele, un débat avait été organisé et Onang, il y a 15 ans de cela. Affrontaient philosophes, historiens et autres dans leur discipline. Il avait été organisé par l'actuel professeur Lekaï Somba-Dieudonné et un autre qui est professeur aujourd'hui hors du pays, André-Marie Yinda. Et Onangine, à l'époque, je dis il y a plus de 15 ans, avait affronté une dizaine de professeurs dans différentes disciplines. Sacré professeur Mais il suggérait des lectures à certains que bon, toi va lire ça. Tu n'as pas encore bien lu ici. Toi va dans ton domaine. Merci beaucoup. Vous avez compris pourquoi, depuis un certain temps, il est presque invité permanent à Info TV, au canal 307, sur Libre Expression tous les dimanches. Et qui dit mieux lorsque nous avons dit cela? On pose néanmoins une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?